Et là, ça a été un coup de foudre tout de suite, où j'ai tout de suite déjà eu une espèce de persévérance où les passages où j'arrivais pas, je remontais sur les rochers, je retombais dans l'eau, je remontais, je réessayais, je retombais. En sachant que cet ami, je lui ai reparlé il y a quelques années, il m'a dit: «Bon, t'étais vraiment pas doué, hein, on pouvait pas dire que t'allais devenir ce que t'es devenu, hein». Bah, après, en escalade, quelque chose qui est juste essentiel, c'est la souplesse en général. Et c'est pour ça que l'escalade est quand même un des sports où les femmes peuvent être plus fortes que les hommes. Il y a quand même quelque chose qui revient un peu dans les projets que je me mets et vraiment ceux qui sont les plus importants et les plus durs, c'est que je cherche quand même quelque chose qui me fait peur à la base. Bonjour et bienvenue sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je suis Anne et je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, toutes les explications sont sur storylific.com. D'avance, je te dis merci. Voici un épisode qui devrait faire plaisir à tous les fans d'escalade et de parcours féminin avec Laura Pinault, Miss Fissure, une grimpeuse dont on ne sait trop s'il faut dire qu'elle est prometteuse ou accomplie puisque vu son jeune âge, elle a encore un beau parcours devant elle mais qu'elle a déjà également établi des performances hors normes. Ce que j'aime dans cet entretien, c'est que Laura nous révèle les points forts des femmes dans sa discipline et ça fait du bien d'entendre une athlète non pas parler comment faire pour pallier au fait d'être une femme par rapport aux homologues masculins, mais bien de ces points où les femmes font la différence, sans aucun esprit de revanche ou de rivalité d'ailleurs. Donc écoutez Laura, c'est s'administrer une bonne dose d'empowerment et ça fait du bien. Les fans d'escalade vont se régaler et pour les autres, je vous ai mis dans les extraits de l'épisode les perles à ne surtout pas manquer, je vous y donne rendez-vous. Dans tous les cas, accrochez vos ceintures, Laura est une boule d'énergie, c'est une interview à un rythme qui lui ressemble, qui vous attend. Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement, dit un proverbe indien. Depuis le début de ce podcast, je rêve de transformer mon projet en forêt et je le fais avec l'ONG Graines de Vie et vos oreilles. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de leur programme Une forêt pour ma vie qui vous permet de compenser votre empreinte carbone en plantant des arbres. Graines de Vie propose de planter en votre nom 5760 arbres afin de compenser l'empreinte carbone de votre vie. Comment ça marche ? Un soutien étalé sur le long terme est franchement pas cher puisqu'un arbre ne coûte que 50 centimes grâce à leur approche que vous pouvez découvrir à l'épisode 2 de ce podcast. Ainsi, vous aurez planté votre forêt, mais également de l'espoir, du soutien aux communautés locales, de la solidarité, des abris pour la biodiversité et une belle dose d'inspiration pour que demain reste source d'émerveillement. Je vous mets un lien dans les notes pour découvrir ce projet en partenariat avec Storylific. La prix Nobel de la paix Wangari Maathai a dit « Lorsque nous plantons des arbres, nous plantons les graines de la paix et de l'espoir ». Au vu de l'actualité, cela me parle énormément et j'espère que ça vous parlera aussi. Place à l'épisode. Laura Pinault est la première femme à avoir réalisé le Triple Crown, qui va nous expliquer au Yosemite. Elle est aux montagnes en scène pour le moment, avec son film Queen Swing, que je recommande, réalisé par Thibaut Marot. Elle a été ambassadrice du Salon de l'escalade en janvier 2026, et tout ça n'est pas un hasard. Elle a réalisé la deuxième ascension féminine Green Split en 2024-2025, donc Triple Crown Yosemite, première mondiale féminine en duo sur ce challenge sous la barre des 24 heures. Elle a fait aussi la Wet Lycra Nightmare, la première ascension féminine de cette paroi, toujours en 2025. Et en 2026, là, elle sort d'un défi d'ultra climbing, également en duo féminin, qu'elle va bien sûr nous raconter. Cette Miss Fissure a découvert l'escalade sur le tard, mais athlète depuis bien plus longtemps et il semblerait bien qu'entre les parois et elle, le coup de foudre soit réciproque, rencontre avec une étoile montante du monde vertical. Bonjour Laura. Bonjour NB1, merci de me recevoir aujourd'hui. Avec grand plaisir, ça va, j'ai pas dit de bêtises, tout est correct ? Non, non, tout est correct. Il y a quelques trucs qui m'ont fait sourire et c'est chouette, c'est que des beaux souvenirs. Ah bah oui, je vois ça. Écoute, enchantée d'avoir l'occasion de te les faire revivre, du coup.
Beh, raconte-nous un peu tes débuts parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir au niveau auquel tu es alors qu'on voit 2024, les premiers grands exploits, même si avant tu avais déjà fait, de manière un peu plus entre guillemets «confidentielle». Déjà ton on voyait que tu montais bien dans tous les sens du terme. Mais, comment c'était ton enfance, sportive et comment c'est arrivé sur l'escalade? Mais en fait, d'une manière ou d'une autre, moi, je me rends vraiment compte que, j'ai toujours été, une athlète, depuis toujours. Moi, le sport, c'est vraiment, toute ma vie. Je pense que j'étais la première à être sur les terrains de foot à l'école, à chaque récré, à pouvoir courir à fond déjà, pendant 20-30 minutes et pouvoir me dépenser. Je me souviens même au collège-lycée, le cours que j'aimais toujours le plus, c'était quand même le cours de sport où j'étais toujours à fond et peu importe le sport qu'on faisait, j'étais juste heureuse, de pouvoir bouger et de faire de l'exercice. Et du coup, cette passion pour l'escalade, ça a commencé dans un lieu qui est assez spécial pour moi, qui s'appelle, la grotte de Santerre, qui se situe à Toulon, dans le sud de la France. Et c'est un endroit où j'ai vraiment appris à nager avec mes parents. Ensuite, quand j'étais un peu adolescente, j'allais, sauter des rochers, sauter des falaises avec les amis. On passait nos soirées d'été là-bas et c'est vrai qu'un jour de mes 17 ans, à l'été 2017, j'ai, rencontré ce grimpeur qui m'a dit: «Ah mais Laura, attends, viens, moi je vais te montrer, les différentes séquences d'escalade, tu vas voir, je pense que ça va te plaire et c'est vrai qu'en fait, on a grimpé pendant 4 heures le long des parois de Santerre et là, ça a été un coup de foudre tout de suite, où j'ai tout de suite déjà une espèce de persévérance où les passages où j'arrivais pas, je remontais sur les rochers, je retombais dans l'eau, je remontais, je réessayais, je retombais. Donc je pense que cette persévérance, elle était déjà présente, dès les débuts, en sachant que cet ami, je lui ai reparlé il y a quelques années, il m'a dit: «Bon, tu étais vraiment pas douée, hein, on pouvait pas dire que tu allais devenir ce que tu es devenu, hein, donc voilà, je pense que j'ai pas forcément de talent inné pour l'escalade, si ce n'est que bon, j'ai fait du tennis et de la boxe, donc j'ai toujours eu un haut du corps un peu plus fort, mais pas forcément de talent. Mais en fait, moi, ce qui a toujours marché dans ma vie, c'est le travail. C'est de travailler dur, de m'entraîner dur et il y a un moment, le travail paye dans la durée. Alors que je pense que le talent, si on se repose trop dessus et que derrière, il y a pas les heures d'entraînement et beaucoup de persévérance et ben forcément, ça marche moins bien. Alors un peu de talent et beaucoup de travail, je pense que c'est encore mieux et voilà et donc ça a été tout de suite une passion où j'ai commencé à grimper 5 fois par semaine. J'ai fait des cours, à Boulder Zone, ça s'appelle, à Toulon, dans une salle, parce que j'avais un copain à Saint-Père qui m'a dit: «Là, Laura, l'année prochaine, si tu veux revenir et être un peu plus forte et réussir les passages que tu n'arrivais pas à faire, je te conseille vraiment d'aller t'entraîner en salle et de faire du bloc et c'est de là qu'a commencé, ces longues années d'entraînement et d'escalade. Voilà et donc on entend la passion. Bon, moi, je me dis: «OK», d'après ce que j'ai entendu du parcours de Laura et lu, c'est, on va dire, un coup de foudre, donc vraiment une passion qui s'est déclenchée assez dévorante. Donc la passion qui maintient évidemment la motivation parce qu'après, il y a effectivement bah, le talent, ça se développe aussi avec le travail, donc on Mmh. va dire que c'est un peu lié. Mais voilà, 80 de travail, un petit talent qui s'est développé grâce à ça, un beau petit talent, hein, un beau, beau petit talent. Et puis alors oui, cette passion qui continue à t'animer, on le sent très fort. Et alors une énergie, la première discussion, j'ai dit à mon mari: «Alors là, ça va nous faire une interview mais punchy et j'ai intérêt à être à l'heure parce que cette petite demoiselle, elle est, vraiment entreprenante dans tous les sens du terme et parce que tu as aussi un sacré, mindset entrepreneur, hein. Tu as pris Mmh. ta carrière en main, je sais pas, ça a été inné chez toi? Enfin, on dirait que tu as vraiment tout de suite dit: «OK, je veux faire comme ça, c'est tac, 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 Mmh. alors, si je me mets à faire de la vidéo, bah, je vais faire les choses bien, la recherche de sponsors, même pas peur, si je veux arriver à quelque chose, OK, on démissionne, on va s'entraîner pendant 6 mois et on y est à fond». Ouais. Enfin, ouais, il y a une énergie de feu, mais voilà, ça aussi, ça fait certainement partie des ingrédients. C'est ce truc, tu es all in, quoi. Tu es à fond quand tu commences quelque chose, hein. Mmh. Tu es très, Et très beh, je entière. pense, quelque chose qui m'aide actuellement, c'est qu'en fait, il y a quand même beaucoup de grimpeurs professionnels qui, en général, quand ils ont 18 ans, pour la plupart, ils font quand même des études supérieures pendant 2, 3, 4 ans et après ils passent tout de suite, dans le sponsoring à temps plein avec les marques. Donc ils ont pas forcément d'expérience de travail, dans le monde un peu réel, où c'est tout de suite Mmh. leur premier travail, en fait, d'être athlète sponsorisé. Ce qui est génial, hein et pour ceux qui grimpent depuis toujours, c'est quand même super. Et moi, en fait, je pense que mon avantage, c'est que, bah, à mes 18 ans, je suis partie faire une école de commerce à l'étranger. Donc c'est ça qui a fait que, voilà, j'ai aussi un bon anglais et ça se voit un peu dans le Queen Swing où ça a été, Mmh. beaucoup des retours. Mais comment ça se fait que tu as un anglais
aussi bon. J'ai vécu 5 à 6 ans là-bas, donc voilà, ça aide. Ça aide. Et en fait, après, j'ai bossé, pendant 2 ans et demi en tant que commercial pour cette start-up américaine qui s'appelle Bounce et ça m'a vraiment donné une grande, grande expérience de travail, qui m'a aidée pour la suite et donc c'est vrai que voilà, j'arrivais à la fin de l'année 2024. Je savais que je voulais changer de travail à ce moment-là et c'est vrai qu'à ce moment-là, le projet du Couple Crown prenait forme et là, je me suis dit: «Ouais, si on veut vraiment réaliser ça avec Kate, va peut-être falloir tout donner et vraiment s'entraîner et être focus pendant 6 mois». Et c'est aussi un moment où je me suis dit: «Bah, c'est peut-être le moment opportun pour moi aussi chercher des sponsors, en plus de lever des fonds pour le film». Parce que je pense qu'il y a un potentiel et il y a quelque chose à dire, et j'ai fait la super rencontre de Marine Thévenet, mon agente, qui elle m'a vraiment aiguillée au bon endroit et m'a vraiment aidée au niveau des contrats en me disant: «Est-ce que ça, c'est un bon contrat? Est-ce que c'est un mauvais? Quel genre de sponsor il me faut?» Et je pense que voilà et notamment le Queen Swing, c'est un des premiers films que Marine produit, donc on l'a produit à 3 avec Kate aussi. Et donc c'est chouette d'avoir, pu partager ça toutes les 3 et un moment aussi de ne pas avoir engager une société de production pour produire notre film. Parce qu'on aurait perdu énormément des droits du film et on aurait perdu, bah, forcément un peu du contrôle sur l'histoire qu'on allait raconter et avec je pense que Kate et moi, c'était juste hyper important, qu'on puisse raconter l'histoire des femmes au Yosemite et qu'on puisse inclure des interviews de femmes et de faire ce film qui pouvait inspirer, voilà, des femmes un peu, dans le monde entier et c'est ce qu'on a pu faire donc c'est chouette à un moment d'avoir pris ce risque et d'avoir dit, bon, ben, on investit de notre argent personnel, mais on garde le contrôle et c'est nous qui produisons le film et là, comme moi, je vois le film, là, en ce moment au cinéma, c'est vraiment, le film dont je rêvais et les réactions dont je rêvais, donc c'est chouette. Oui, j'ai le teaser, j'en mettrai les liens dans le note de l'épisode, vers le teaser parce que je suppose que pour l'instant, quand il est encore dans les festivals, il n'est pas encore disponible, nulle part pour le grand public, mais il le sera sans doute un jour, l'année prochaine ou quoi? C'est déjà prévu ou pas? On sait pas trop encore. Pour l'instant, non, c'est pas Oui, l'objectif. Là, on a le temps de faire un peu tous les festivals, mais il passera peut-être un oui, moment à la télé ou autre, oui. donc voilà, Mmh. l'objectif, c'est de le partager et un moment où il sera disponible facilement dans 1 an et demi ou 2 ans maximum, ouais. Oui, c'est ça, dans 2 ans, oui, c'est ça, plutôt 2 ans. Mais en tout cas, je mettrai le teaser parce que déjà ça donne, voilà, ça donne le ton et ça donne envie d'aller le voir, hein. Donc s'il tourne près de chez vous, n'hésitez pas. Si vous êtes fan d'escalade, je crois que vous allez vous régaler, surtout en tant que femme. Donc explique-nous un petit peu, la position des femmes en escalade. Je sais que ça te tient à cœur et ça me fait vraiment plaisir justement d'en parler parce que, tu as eu à cœur aussi de mettre des premières mondiales féminines pour montrer que yes we can, comme Mmh, dirait l'autre. ouais. Et puis alors, tu as fait des rencontres de nanas géniales, quoi. Enfin, tu as des équipes très féminines autour de toi, même si tu as rien contre les hommes, hein, il y a pas de Non. tu es monté en duo avec des hommes aussi et ouais, explique-nous un petit peu tout ça. Ben moi, je trouve que quand tu fais équipe avec des femmes, il y a vraiment une belle relation qui se crée dès le début. Et je pense que ça part du fait qu'il y ait une belle communication, qu'on arrive à se comprendre et qu'on arrive à être vulnérable l'une avec l'autre. Et moi, je l'ai vraiment vu dans mes derniers partenariats, que ce soit avec Kate Kellegan ou j'ai aussi beaucoup grimpé avec Cara Hurson dans Wet Like a Nightmare ou Elsa Ponzo dans Les 100 grandes voix où Elsa Ponzo, on était toutes les jours non-stop pendant 43 jours ensemble et ça s'est hyper bien passé. Et je pense que ça demande, voilà, d'être vraiment très vulnérable et de ne pas avoir peur des discussions difficiles aussi. Et je pense qu'il y a aussi ce petit côté, et ça j'en ai parlé à d'autres femmes et d'autres grimpeuses, et il y a Libby Sauter, une grimpeuse américaine qu'on a interviewée pour notre film The Queen Swing, qui expliquait à quel point, quand elle grimpe avec des femmes, en fait, c'est 50-50. C'est-à-dire, elle sait qu'elle doit porter 50% dans l'équipe et qu'à un moment, elle peut pas dire, bah non, j'ai trop peur, je vais pas y aller, est-ce que toi, tu peux prendre le relais? Alors que ce qu'elle dit, c'est quand elle grimpe avec d'autres grimpeurs beaucoup plus forts en niveau, elle se dit: «Bon, si jamais j'arrive pas, eux, c'est bon, ils pourront passer devant et ils pourront finir». Et ça, c'est vrai que c'est quand elle dit ça dans le film, c'est exactement ce que Kate et moi, on a ressenti. C'est-à-dire que nous, il y a un moment, notamment dans notre ascension, des 24 heures du Triple Crown, il y a un moment où toutes les 2 quand même, on était fatiguées, ça devenait dur, mais il y a aucun moment où une de nous 2 a dit: «Bon, bah, là, non, je suis trop fatiguée, prends le relais, c'est toi qui vas jusqu'en haut». Non, vraiment jusqu'au bout, on a tenu nos sections, on a tenu nos parties, on s'est dit: «Bon, ça va être dur pour moi, ça va être dur pour elle, là, si on veut le faire en moins de 24 heures, va falloir toutes les 2 qu'on continue à faire nos parties» et c'est ce qui s'est passé, c'est vraiment génial et c'est pour ça que je cherche vraiment, ce genre de partenariat et d'esprit d'équipe parce que ça fait que sur le mur, on se sent vraiment à l'aise l'une et l'autre. On peut être vulnérable si jamais on a peur, on n'a pas peur de le dire, l'une à l'autre et donc ça, c'est vraiment génial. Ouais, beaucoup de communication aussi. Tu disais que voilà, bon, aussi point de vue sécurité, mais il y avait les walkie-talkies pour des endroits où effectivement, avec le vent, vous ne pouviez plus vous entendre à quelques mètres, tellement c'était fort, hein, enfin quelques mètres.
quelques dizaines de mètres, hein, mais bon. Et donc ça, c'est vrai que bah, c'est aussi quelque chose d'assez féminin, de plus communiquer, effectivement, aussi oser montrer effectivement l'état dans lequel on est, pas être bravache, là où effectivement ça pourrait être contre-productif. Donc oui, c'est intéressant ce côté de l'escalade, de dire que ça peut, au lieu d'être une faiblesse, c'est une force en fait, de cette transparence et cette communication permanente. Mmh. Et je pense qu'avec Elsa Ponzo, là, pendant les 100 grandes voix qu'on a fait en 43 jours, il y a quelque chose qui était important au-delà de la communication, c'était aussi de l'écoute active. C'est-à-dire de Mmh. quand on entend l'autre, mais de vraiment l'entendre. Par exemple, moi, il y a plusieurs fois, Mmh. à un moment, Elsa m'a dit: «Ah, là, j'avais un doute, mais tu vois, je t'ai laissé prendre le lead et je me suis pas écoutée» ou je me suis dit: «Ah mince, peut-être que, tu vois, je suis un petit peu trop frontale et peut-être que je l'écoute pas à certains moments alors qu'elle avait raison» et donc c'est vrai, au fur et à mesure du trip, quand je sentais qu'elle avait un doute quelque part, je me disais: «Ah bah, attends, là, si Elsa a un doute, on va prendre 5 minutes, on va réfléchir. Tiens, comment tu le sens, Elsa? Tu veux faire ça? Bon, bah, OK, si tu veux faire ça, on va plutôt faire ça». Et c'est vrai qu'il y a même un moment, je me souviens, au bout de 20 jours, j'ai dû dire: «Ah, bah, tu vois, je t'ai écouté, hein», parce que je crois que je devais peut-être venir de faire quelque chose qu'elle m'avait dit de faire ou autre. Et elle me dit: «Bah, ouais, ça fait trop plaisir que tu m'écoutes». Et c'est chouette parce que du coup, on sent que l'autre a vraiment une écoute active et c'est vraiment de changer son comportement, pour faire équipe, avec la personne à côté de nous. Donc ça, c'est Ouais. c'est assez important en plus de la communication et ça, c'est quelque chose qui est pas si fait que ça, hein. L'écoute active Mmh. et l'écoute, il y a beaucoup de gens, je pense, voilà, qui nous posent des questions, mais qui en ont rien à faire, de ce qu'on va dire et qui passent tout de suite à autre chose. Donc l'écoute active, de son ou sa partenaire, c'est assez important et surtout en escalade. Et oui, en plus, ça augmente la confiance parce que tu sens, bah, effectivement, il y a quand même des moments, enfin, tu fais des choses très engagées. Donc, pouvoir être vraiment comprise et vraiment comprendre la partenaire, ben, c'est aussi, bah, dans des moments super stressants, on est en confiance que l'autre est pleinement conscient de son partenaire, de soi, que ça va dans les deux sens et que donc tous les paramètres sont pris en compte. Donc ça, je pense que c'est très important aussi, en fait, hein, pour avoir le mental qu'il faut et pas être avec quelqu'un en disant: «Oh mon Dieu» et se sentir un peu seul, on va dire, dans le duo, quoi. Non? Mmh. Oui, oui, non, beh, exactement. Non, je pense que c'est exactement ça et c'est chouette aussi de moi, ce que j'adore en fait en grimpant avec plusieurs partenaires, parce qu'il y a un peu quelque chose en escalade où en général les grimpeurs, ils ont tous un ou une personne qui sont un peu leur partenaire référent avec qui ils vont tout le temps aller en grande voie, peut-être Mmh. dormir sur le mur. Donc une personne avec qui ils ont beaucoup grimpé, beaucoup d'expérience. Mais en fait, moi, ce que je cherche, c'est à avoir ce genre de partenariat avec plusieurs femmes et plusieurs personnes. Et pour moi aussi apprendre d'elles en fait. Parce que ça, c'est l'avantage de grimper avec d'autres grimpeuses plus fortes que moi ou qui ont aussi des expériences différentes, c'est qu'à chaque fois sur le mur, on va apprendre des nouvelles techniques, on va apprendre, des nouvelles manières de faire et ça, je trouve ça, vraiment chouette et ça, c'est quelque chose qui vraiment me nourrit au quotidien et moi qui adore apprendre de nouvelles choses, à chaque partenaire avec qui je grimpe, j'essaie vraiment, d'apprendre le plus de nouvelles techniques possibles, de voir si voilà, dans mes manières de faire, il n'y a pas quelque chose à améliorer, pour être plus efficace et notamment, il y avait quelque chose d'assez drôle avec Elsa, c'est que moi, j'ai grimpé avec, beaucoup d'Américains qui sont sur la optimisation, c'est-à-dire que le matériel doit être le plus léger possible. On essaie de prendre, le moins d'eau possible dans des toutes petites bouteilles, de pas avoir de sac à dos, voilà, toutes ces techniques. Alors que Elsa, elle grimpe depuis 20 ans. Il y a 20 ans, quand elle grimpait, les mousquetons étaient super lourds, les baudriers aussi, les cordes, donc elle est pas du tout en optimisation et du coup, au début, elle me prenait vraiment pour une extraterrestre en disant: «Bah non, moi, j'en ai rien à faire de l'optimisation» et bon, elle a tellement une marge énorme et c'est tellement une forte grimpeuse qu'elle se dit: «Bon, bah non, 20 grammes de plus, 100 grammes de plus, moi je m'en fiche, peu importe, je peux grimper avec un sac à dos». Alors que moi, j'ai quand même moins de marge, je grimpe depuis moins longtemps et je suis moins forte. Donc moi, chaque petit détail et chaque petite optimisation, ça fait que ça peut me donner, la chance d'enchaîner la voie ou pas. Ouais, 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 ouais. Ça fait marrer, hein. Oui, c'est vrai que quand j'entendais parler de tout ça et puis je vois le matériel que tu utilises, moi j'avais interviewé, allez, Martine Roland, la première Ah oui. guide de haute montagne de France et c'est vrai quand on la voyait en escalade, ben, je veux dire, c'était soit on rigolait, soit, elle s'était même hargneux, on va dire, pour qu'elle se fasse sa place, quoi, hein. Ça a pas été facile du tout donc elle, quand on parlait de la place de la femme dans l'escalade, bah, elle pourtant elle l'a fait tout naturellement, simplement avec son mari, elle était aussi passionnée, elle s'est jamais posé de questions et puis c'est juste en Mmh, voyant la réaction qu'elle s'est dit: «Ah oui, peut-être que c'est pas normal pour eux». Mais, mmh, mais alors quand tu vois les photos avec les énormes chaussures, bah, presque de rando de mmh. montagne, et puis le matos qu'ils avaient, là je te dis: «Mais c'était vraiment les temps héroïques». Donc c'est intéressant de voir l'évolution de cette discipline qui est
plus très pluriel en fait, hein. C'est Miss Fissure, voilà, tu as une spécialité. Et puis, toi-même, tu nous montres voilà, tu fais différents styles de grimpe et puis différentes motivations de grimpe. Il y a se faire plaisir, hein, il y a la vitesse, il y a la technicité, il y a et tu l'abordes de manière très, très différente. Il y en a des fois où tu te fais vraiment peur, il y en a d'autres, c'est vraiment, mission, profiter, c'est intéressant parce que tu fais 1000 disciplines en une en fait, hein. Ouais, c'est jamais la même chose ou le même objectif en fonction, voilà, de l'escalade que j'ai fait, que ce soit un big wall ou est-ce que c'est une longueur seulement de 30 mètres. Donc à chaque fois, c'est vraiment une expérience différente, mais il y a quand même quelque chose qui revient un peu dans les projets que je me mets et vraiment ceux qui sont les plus importants et les plus durs, c'est que je cherche quand même quelque chose qui me fait peur à la base. Donc je cherche un projet où quand je pense au projet, je me dis: «Waouh, là, c'est quand même, je sens que ça va être quelque chose, je sens que ça va pas être facile, mur de 1000 mètres, bon, bah, là, forcément, ça me fait peur, faut dormir sur la paroi, faut hisser tout le matos ou alors, ah, bah, il y a peut-être une longueur avec un niveau que j'ai jamais grimpé, dans cette discipline-là, heu, mais voilà, c'est quelque chose qui vraiment qui m'apprend énormément sur mes propres limites et ça me permet vraiment de voir, heu, ce à quoi je suis capable de faire face et donc c'est pour ça que je cherche des projets qui me mettent un peu face à mes peurs et qui, voilà, vont m'apprendre à dépasser ces peurs-là. Et alors le Triple Crown du Yosemite, si tu nous en parlais un petit peu avec ta partenaire que tu as trouvé absolument pas sur les parois, en fait. C'est ça qui est très drôle. Vous vous êtes trouvés, mais en parlant d'autre chose, hein. Et beh, en fait, moi, il y a une après-midi, j'étais au Yosemite en avril 2024 où j'ai 2 copains, qui parlaient entre eux. Il y en a un qui a dit: «Ah, bah, il y a Kate Keegan, qui cherche un ou une partenaire pour faire le Triple Crown et elle trouve pas» et en fait, c'est cet ami-là, lui, avait déjà un partenaire pour le faire, donc il pouvait pas grimper avec Kate et moi, c'est un moment où je m'étais toujours dit: «Non, moi, je ferai jamais d'escalade de vitesse, c'est beaucoup trop dangereux», en sachant que j'ai quand même un ou 2 copains qui ont eu des graves accidents. Il y en a un qui s'est cassé le dos, l'autre qui s'est quand même cassé la cheville sur le mur en faisant de l'escalade de vitesse. Donc moi, je me suis dit: «Non, non, mais moi, je vais grimper jusqu'à 80 ans, je veux vivre une longue vie, je veux pas me blesser bêtement, c'est pas pour moi» et en fait, à ce moment-là, quand j'ai entendu qu'elle cherchait une partenaire, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est pour moi» et j'en ai parlé à mon ex petite ami à cette époque-là où il m'a dit: «Non, mais Laura», je lui ai dit: «Bah, tiens, pourquoi pas faire le triple crown avec elle, quoi?» Il m'a dit: «Non, mais pourquoi tu vas faire l'escalade de vitesse, toi? Non, mais non, c'est pas pour toi cette discipline, pourquoi tu vas faire ça alors que toi tu grimpes fort, il y a pas d'intérêt pour toi à faire ça et là je me suis dit: «Ah ouais? OK. Ah ouais, eh ben, on va voir» et du coup, bah, 1 an plus tard, j'étais en train de faire le Triple Crown donc c'était marrant et là, à ce moment-là, j'ai envoyé un message en DM sur Instagram à Kate et j'ai dit: «Écoute Kate, je suis dans le Yosemite, potentiellement ça me dirait bien peut-être de tenter le Triple Crown avec toi. Est-ce que ça te dit qu'on grimpe ensemble et qu'on voit, si oui ou non ça match entre nous?» et en fait, on n'a pas pu grimper ensemble là en avril, donc on a attendu tout l'été, on s'est parlé plusieurs fois au téléphone et j'ai senti que ça matchait quand même bien et qu'il y avait quelque chose et qu'elle était super sympa et très rigolote et en fait, on a grimpé en novembre 2024 pour la première fois dans le Yosemite et là, toutes les 2, on a vu que voilà, on savait ce qu'on faisait, on a rigolé à chaque relais et je pense quand elle a vu à quel point je rigolais à ses blagues, elle s'est dit: «Non mais voilà, Laura, c'est la bonne partenaire, elle va être fun, elle va dire OK à porter des leggings de couleur, je sens que ça va le faire» et c'était quelque chose d'assez important pour elle. C'était de réaliser ce grand rêve, mais aussi avec quelqu'un qu'elle appréciait et avec quelqu'un avec qui elle allait passer des bons moments et c'est vrai que dans le film, Thibaut a eu du mal à montrer à quel point ça a été dur à des moments parce qu'on est tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rigoler, beh, parce qu'il y a quand même une joie de vivre et une joie d'être là et on profite de chaque moment et on a eu plein de moments pas faciles, eu le moment où j'ai chuté où ça on le montre. Mais c'est vrai que pour lui, il a dit: «Ouais, c'est pas facile de montrer que c'est dur parce qu'en fait, vous rendez ça tellement, facile, on dirait que vous l'avez fait rando, qu'il y avait pas de problème, qu'il y a pas eu d'embûches, mais au final, c'est génial parce que c'est vraiment notre amitié, qui ressort de ce film et c'est vraiment un film d'amitié et à quel point, voilà, si on construit cette amitié, on peut vraiment faire de grandes choses, avec un rêve en commun. Génial, ouais, ouais. Tout à l'heure, quand tu parles de Kate, effectivement, on a envie de faire sa Mmh. connaissance, donc ça, c'est trop sympa. C'est quoi les dangers de l'escalade de vitesse pour ceux qui ne connaissent pas? Mets-nous un petit peu dans la peau. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une journée comme ça, une de vos escalades, hein. Donc c'était 3, hein, le Triple Crown, c'est parce qu'il y a 3 escalades à faire et vous traînez pas entre les 2. D'ailleurs. Est-ce que c'était par vos propres moyens que vous deviez aller d'une voie à l'autre? Je sais plus. Non, on a pris la voiture aussi.
Et beh, pour répondre à ta question, là, j'ai pas mal expliqué en ce moment la différence entre l'escalade de grande voie normale et l'escalade de vitesse. En Ouais, fait, ça va, tu es l'escalade entraînée alors? oui, oui, bah, là, je commence à savoir quoi dire, mais c'est bien pour pouvoir l'expliquer à des personnes même qui ne grimpent pas. Donc en fait, Voilà. pour te dire, l'escalade en grande voie, donc d'une grande voie de 100 mètres, imaginons, moi, je suis la leadeuse, donc je passe en première, je grimpe 30 mètres d'escalade, j'arrive à un relais, donc je mets ma longe, je me sécurise et à ce moment-là, je m'arrête, j'enlève mes chaussons et j'assure ma partenaire qui, elle, va ensuite grimper les 30 mètres et me rejoindre au relais à ce moment-là. Et une fois qu'on est toutes les 2 au relais, on décide, soit c'est moi qui repars en tête, soit c'est elle qui va repartir en première. Donc des fois, ça peut alterner, ça dépend de chaque situation. Et voilà, ce qui est très différent avec l'escalade de vitesse, c'est que l'escalade de vitesse, nous, on divise par exemple 1000 mètres en deux. Donc moi, je vais faire en tête les 500 premiers mètres. Et l'objectif, c'est presque de ne jamais s'arrêter. C'est-à-dire que moi, je vais grimper en première 30 mètres. J'arrive au relais, je me sécurise avec ma longe. Et là, en fait, je tire entre 15 et 30 mètres de corde. Je fixe la corde au relais et à ce moment-là, ça, la corde fixe, ça permet à Kate de remonter avec 2 jumards. Donc en fait, c'est des poignées qui se mettent sur la corde, qui lui permettent de remonter sans avoir à grimper. Donc elle, c'est un petit peu son moment de repos, c'est quand elle est avec les jumards et son objectif à elle, c'est de remonter entre 5 et 6 minutes le plus vite possible pour arriver au relais, le plus vite en récupérant les protections que j'ai mis au fur et à mesure et en fait, moi, à ce moment-là, quand la corde est fixe, j'enlève ma longe et je continue de grimper sans assurage. Donc ma corde, elle est quand même fixée à l'ancrage, mais j'ai entre 15 et 30 mètres de mou en boucle comme ça, juste sous moi. Ce qui veut dire à ce moment-là, si je tombe, je pourrais faire une chute entre 15 et 30 mètres. Donc c'est Mmh. vraiment le moment le plus dangereux en escalade de vitesse, c'est quand tu repars de l'ancrage et c'est là où on prenait à chaque fois le plus de risques et moi l'objectif c'est toujours de continuer à grimper, le plus haut possible donc en général j'avais le temps de grimper entre 7 et 15 mètres, le temps que Kate arrive au relais et qu'elle continue de m'assurer à ce moment-là. Donc dès qu'elle arrive au relais, elle me met tout de suite à l'assurage et là je sais que ça y est, je suis safe et que je peux continuer à grimper normalement et qu'il y a pas de problème. Donc c'est vraiment un moment où moi je quitte l'ancrage, où je me mets dans un état d'esprit de free solo où la chute, elle est interdite et j'ai vraiment absolument pas le droit de faire une erreur. Et c'est Mmh. ça, la différence entre l'escalade normale et l'escalade de vitesse et c'est ça qui nous permet d'aller plus vite et de grimper un mur de 1000 mètres en 7h05 par exemple. C'est parce que la leadeuse, elle s'arrête jamais et elle continue toujours d'avancer pendant que l'autre monte et la suit au fur et à mesure. Et une fois qu'on OK. arrive à 500 mètres à la moitié du mur, là, on change de rôle. Donc Kate passe en première, moi, je remets mes baskets, elle, elle met ses chaussons d'escalade et c'est elle qui prend le relais jusqu'au sommet et c'est moi qui ensuite est avec la jumart et donc moi, je me repose, je bois, je mange des snacks et j'ai le temps de faire un petit peu autre chose. Et pour te Mmh. dire, là, voilà, le Triple Crown, c'est vraiment un challenge où on grimpe les 3 plus grandes parois du Yosemite, donc les 3 plus grandes big walls, dont El Capitan, le Half Dome et le mont Watkins, qui est un peu plus au fond de la vallée, donc on le connaît un peu moins. Et on a relié chacune des parois, donc c'était beaucoup de marche. On a fait 30 kilomètres de marche ce jour-là. Et on a eu en tout 1h20 de voiture, donc 1 heure de voiture à un moment à la route entre le Watkins et El Capitan, et 20 minutes entre le bas d'El Capitan et le bas de la marche pour aller au Half Dome. Et voilà, OK. Et donc ça n'avait jamais été fait par des femmes, dans en moins de 24 heures? Donc vous avez une Même, première là, c'est jamais ça? jamais tout court, Même hein, jamais? moins de 20 Tout non, non, court? non, OK, jamais tout court, en fait. Ça a tout été court. fait OK. ça a été fait par, une première cordée masculine, donc Dean Potter et Timmy O'Neill en 2001, si je me trompe pas, normalement c'est 2001, où tous les 2 ils ont fait ça. Ils l'ont fait en moins de 24 heures, mais à peine, hein. Je crois que c'était 10 ou 15 minutes juste avant 24 heures, ils étaient pas loin non plus. Et après, depuis ça, il y a eu 10 cordées masculines qui ont fait le Triple Crown. Donc 10 cordées en 25 ans, c'est pas Mmh. énorme, hein, c'est une C'est pas cordée tous énorme. les 2 ans, donc il y en a pas beaucoup. Et ce qui était marrant cette année-là, c'est que l'année où nous, on voulait le faire, donc là, on s'est entraîné avril-mai au Yosemite, c'est qu'il y avait 2 autres cordées de 2 hommes qui aussi s'entraînaient pour le faire. Donc on a un peu fait tout un groupe de Triple Crown, tous les 6 où vraiment on se donnait des méthodes, en fait, parce que chacun on avait toujours quelqu'un d'autre dans les autres équipes qui faisait les mêmes parties que nous et c'était assez génial parce on pouvait partager des stratégies, des méthodes, des manières de grimper. Quand on trouvait qu'une section, ah ben là, j'arrive pas à être efficace, toi tu fais quoi? Tu mets quoi comme coinceur? Ce qui est très spécifique et là on rentre un peu dans du détail et ben c'était chouette d'avoir ces 2 équipes-là pour nous aider et donc il y a une équipe, Jacob et Brent, qui eux ont réussi à le faire, 1 semaine avant nous et ensuite 4 jours avant nous, il y a, Hans et Noah qui ont essayé de le faire et Hans a eu un accident, il est tombé dans l'eau et il s'est cassé la cheville.
Mmh. Donc eux, ça les a stoppés net et ils ont pas pu le finir et ils ont pas pu le faire. Et du coup, c'est vrai que nous, 4 jours avant de partir, de savoir qu'un de nos amis, s'était fait une cheville, s'était cassé la cheville, pas forcément génial pour le mental et c'est un moment Mmh. où bon, déjà, on a cherché à savoir ce qui s'était passé. Quand on a su qu'il était tombé, ouais, bah, là, tout de suite, on s'est dit: «Ouais, ça se trouve, c'est hyper grave». Alors que bon, c'était qu'une cheville cassée, c'est quand même mineur par rapport à ce qui peut nous arriver, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai qu'en fait, Kate, dans cette section où Hans grimpait en tête, elle fait pas du tout la même chose. Elle met pas les mêmes coinceurs et on savait que nous, ce qu'on faisait, c'était beaucoup plus safe que ce que lui a décidé de faire à ce moment-là. Donc on s'est dit: «Bon, ils ont fait une erreur, il aurait pas dû mettre ce coinceur-là, bon, bah, c'est OK et nous, on y va quand même, quoi». Mmh. Et tu peux nous dire un peu, parce que je suppose que si on fait ces sports, c'est pas seulement, pour aller le plus vite possible, c'est aussi parce qu'on kiffe, ce qu'il y a autour de soi. C'est quoi tes sensations d'avoir une discipline dans des paysages pareils? Ah bah, c'est magique, le Yosemite, c'est magique. Moi, depuis le premier jour où j'ai mis les pieds au Yosemite, j'ai senti une énergie incroyable, où j'ai fait un peu mes premières expériences et ma première grande voie, je l'ai faite au Yosemite, pendant mes études en 2018, donc je l'ai faite assez tôt. Après, j'ai eu une mauvaise expérience en fissure, donc je pense que ça m'a un peu tenue éloignée et j'étais vraiment tête brûlée, j'étais impatiente, je voulais tout faire trop vite. Donc je pense que c'est bien que j'ai eu un peu cette expérience qui m'a calmée et là, le Yosemite m'a dit: «Bon Laura, t'es gentille, là, va falloir, avoir un peu plus d'expérience de vie, va grimper ailleurs, va te faire une expérience ailleurs et tu reviendras quand tu seras prête. Et c'est vrai, quand je suis revenue en avril 2023 avec beaucoup plus d'expérience en fissure, beaucoup plus de maturité, hein, j'étais plus âgée de 4 5 ans, donc j'avais quand même déjà un peu plus de maturité qu'à 18 ans. Et ben là, l'expérience a été totalement différente et je me suis dit: «Waouh, mais je sens que le Yosemite va changer ma vie» et c'est un peu ce qui s'est passé à plein de niveaux, hein. C'est vraiment un endroit, qui a été très, très fort pour moi. J'espère y retourner un moment là. C'est vrai que c'était un peu mon année Yosemite l'année dernière. Là, j'ai un peu d'autres projets à Oui. d'autres endroits. Donc voilà, j'ai envie de découvrir d'autres endroits, de grimper avec d'autres grimpeuses et je veux aussi me former à devenir, encadrante professionnelle d'escalade en extérieur. Donc ça, c'est une formation qui là, en septembre, va me prendre une année. Donc voilà, j'ai un peu d'autres chemins à suivre aussi, mais je sais que le Yosemite est toujours là et que quand je voudrais y retourner, il y aura pas de problème. Explique-nous un pour ceux qui n'ont jamais été au Yosemite ou ne l'ont pas en tête, explique-nous un peu ce que tu vois quand tu es là. Comment tu le vois toi, le Yosemite? Eh ben quand tu es là, tu vois, de grandes, grandes parois qui t'entourent et qui donnent qu'une envie, c'est de les grimper. Il y a tellement de parois à droite, à gauche. C'est vraiment une vallée qui est un petit peu encaissée. On va pas voir ni de coucher de soleil, ni de lever de soleil parce qu'on est vraiment au fond d'une vallée. C'est à peu près à 1 200 mètres d'altitude. Et un des moments magiques que j'oublierai jamais, c'est ces journées où il neige dans le Yosemite et le lendemain, on se lève, il y a un grand soleil, un ciel bleu et de la neige partout. C'est juste incroyable et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, donc il y a énormément de touristes. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de grimpeurs ont du mal à supporter. C'est qu'il y a énormément de touristes, mais en fait, dès qu'on fait 100 mètres hors des chemins touristiques ou de la route, il y a plus personne, en fait, où il y a que des grimpeurs passionnés. Donc en fait, moi, les touristes, ça m'a jamais importuné, ça m'a jamais causé de problème en me disant: «Bah non, moi je fais 100 mètres et j'ai déjà accès à ces parois, incroyables». Et c'est vrai qu'El Capitan, par exemple, c'est une paroi incroyable à 1 000 mètres de hauteur qui est accessible en 20 minutes de marche. Donc il y a Mmh. aucun autre big wall aussi accessible, ailleurs dans le monde. Et il y a quand même un truc qui est incroyable aussi, c'est que d'ailleurs Kate en a fait partie. Il y a une équipe qui s'appelle l'équipe du YOSAR, c'est le Yosemite Search and Rescue. Donc c'est une équipe en fait, de secouristes grimpeurs qui vivent là, pendant les saisons d'escalade et qui vont secourir. Alors la plupart des secouristes qui font, c'est surtout les touristes qui se font une cheville dans un chemin ou alors qui Mmh. se perdent et ils savent pas où se retrouvent. Mais de temps en temps, il y a des gros accidents d'escalade et c'est eux qui, grâce à l'escalade de vitesse et toutes leurs connaissances, qui justement, vont aller secourir ces grimpeurs, le plus vite possible. Et Kate a fait partie de cette équipe et c'est un peu comme ça qu'elle a été baignée dans l'escalade de vitesse, en fait. Parce que quand on est, un grimpeur secouriste au Yosemite, si quelqu'un se blesse à 100 mètres de haut, le but, c'est de grimper le plus rapidement possible et d'être très efficace. Et donc c'est pour ça qu'elle a un peu développé ces compétences-là et qu'elle est tombée, dans l'escalade de vitesse. Et c'est aussi une discipline qui est très addictive parce que forcément grimper 1 000 mètres en 7 heures, ça se fera nulle part ailleurs. C'est des techniques très, voilà, très particulières et c'est une sensation, juste incroyable de pouvoir grimper 500 mètres sans jamais s'arrêter, d'arriver avant la fin de la journée là-haut et de redescendre à temps, pour dîner avec tous les copains en bas. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable parce que pour
remettre un peu l'UCMI dans son contexte et El Capitan, déjà, c'est déjà un superbe accomplissement pour un grimpeur de grimper El Capitan en 4 jours avec des sacs, en dormant sur la paroi. Déjà, aller en haut en 4 jours, c'est déjà un exploit et déjà quelque chose d'incroyable. Mais alors le faire en 7 heures, c'est on va juste, voilà, on va 10 fois plus vite qu'eux, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ah oui, carrément. Et donc c'est ces Ouais, grandes parois, verticales, c'est du granit là-bas? c'est du granit, en effet, ouais, c'est Ouais, du granit. c'est ça. On voit des superbes paysages avec des beaux plans d'eau, Mmh. évidemment, il faut mettre pas les photos les plus dégueux sur internet, hein, mais Non, je bah, suis en non. train de regarder un petit peu. Ça vaut la peine d'aller voir, ça donne vraiment envie d'y aller, là. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, vous avez fait cet exploit-là à quelle saison? On l'a fait en juin, en fait, parce que la Mmh. plupart des personnes le faisaient en juin parce que déjà les journées sont plus longues, donc on passe moins de Mmh. temps à grimper pendant la nuit et c'est en fait, c'est stratégique parce que le Watkins, il est orienté plein sud et du coup, nous, on le grimpe, on commence la journée à 16 heures au moment où le Watkins passe à l'ombre, puis on grimpe El Capitan dans la nuit, donc là, bon, il a fait très, très chaud en juin et on a eu un petit problème de déshydratation parce qu'on n'avait pas emmené assez d'eau. Donc là, c'est un peu le seul souci de logistique qu'on a eu un tout petit peu. Bon, on a manqué d'eau dans les 200 derniers mètres, hein, donc les 800 premiers, ça allait et après on grimpe le Half Dome, de 9 heures à peu près à 15:00, 15:10, 15:15 et donc le Half Dome est à l'ombre et nous, quelque chose qui a été quand même pas forcément prévu, qui a été assez compliqué, c'est que le jour même, on a quand même fait face à 2 énormes orages. Donc Ah ouais, sympa. on a eu voilà, parce que la journée était pas assez dure, il fallait un petit peu, voilà, Ouais. de suspense supplémentaire et du coup, on a eu un gros orage dans le Watkins qui, on a eu de la chance, nous est passé à 100 mètres à rien. Vraiment le ciel était noir, on entendait vraiment les éclairs au loin, ça vraiment Ouais, d'accord. c'était chaud. Même notre équipe de soutien, ils étaient en haut à nous attendre, ils ont dit: «Voilà, s'ils se sont dit: «Si elles se prennent la pluie, bon, bah, c'est mort, on arrête là et on reprend une autre journée». En sachant qu'on avait quand même une équipe de soutien de 20 personnes avec à chaque fois 2 ou 3 copains en haut de chaque montagne pour nous aider à porter nos sacs et rejoindre les voitures et nous accompagner. Donc c'est vrai, toutes ces personnes-là, ça a été super qu'elles soient là avec nous et ils nous ont encouragés à fond et ils ont vraiment été incroyables et sans eux, on n'aurait jamais fait moins de 24 heures, donc on leur doit beaucoup et de toute façon, ce projet, c'est pas un projet à 2, hein, c'est un projet Mais d'équipe du oui. début à la fin avec le Mmh. projet aussi du film et des vidéastes qui nous ont suivis, on a quand même amené beaucoup de monde avec nous et je pense qu'on a tous vécu, un grand moment, que ce soit nous ou tous les autres qui nous ont accompagnés et qui étaient là-haut pendant l'orage et c'est vrai que, voilà, dans la dernière montagne, quand on est arrivé en haut du Half Dome, il y avait de nouveau de l'orage où il y avait énormément d'électricité statique. Il y avait notamment des touristes japonais qui avaient leurs cheveux qui se levaient comme ça, Ah donc ouais, ouais, qui leur ouais. faisaient comme un bonnet, en fait. Donc Ah nous, on ne le ouais! savait pas, hein, nous, on grimpait. On a vu qu'en fait, il y avait pas les vidéastes en haut du Half Dome et là, on s'est dit: Mmh. «Mmh, il y a pas les vidéastes, doit y avoir un petit problème». Alors soit les rangers les ont pas laissés monter, soit il y a un énorme orage et ils peuvent pas descendre. Mais à ce moment-là, nous, on Mmh. n'avait pas le temps de réfléchir. De toute façon, une fois qu'on est en haut du Half Dome, on peut pas redescendre. C'est très, très compliqué de redescendre en rappel. Notre corde était trop courte de toute façon. On n'avait pas de veste de pluie. On avait juste nos t-shirts, un mini kawaii et un peu d'eau. C'est tout ce qu'on avait. Je crois qu'on a pris Yop. une barre de céréales chacune pour 6 heures et c'est tout. Là, on était, ligne droite, on y va ultra légère, on n'a pas le temps, on n'avait même pas les chaussures sur nous ni rien. C'est nos amis qui nous les ont emmenés, en haut et donc c'est vrai quand on arrive en haut, nous on est hyper joyeuses pendant 30 secondes, c'est génial et là, nos copains nous disent: «Bon là, il y a trop d'électricité statique, c'est hyper dangereux, on laisse tout le matos en métal ici, on reviendra le chercher, là il faut descendre le plus vite possible». Donc on a à peine eu le temps de célébrer en haut et là en bas, Ouais, voilà, il y avait ouais. toutes, nos familles qui étaient là, tous nos amis et il y avait plus de 20 personnes qui étaient là à nous attendre et là ça a été un moment assez chouette. Ah oui, carrément, oui, 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 c'est Mmh. vrai que c'était encore un autre défi, quoi. Donc, moi, je vois ici pour, ce défi des Triple Crown, un défi légendaire de l'escalade mondiale réservé à une élite très restreinte. Et ben ça vous avez vraiment failli rentrer dans la légende, là, avec votre orage, enfin, vous l'êtes déjà Mmh. rentré, mais ça a failli devenir mythique, là. Ah bah là, c'est non mais c'était déjà mythique et si une fois Bah, tu ouais. as la chance de voir le film, on le voit vraiment et les images qu'on a mis, c'est vraiment les images du jour même. Et c'est extrêmement menaçant et notamment on avait le copain de Kate, Jack qui apparaît aussi dans le film, qui a été un peu le leader de notre équipe de soutien et qui a été juste incroyable avec nous, qui lui il a beaucoup secouru, voilà des touristes en haut du Rav Dome et autres. Il a dit il avait jamais vu ça et pour lui c'était, le pire orage qu'il ait vécu avec, énormément d'électricité, statique. Donc même moi je sentais, les poils de mes bras qui se levaient, j'avais les petits cheveux aussi qui commençaient à Ah s'écarter de ma ouais. tête, où on le voit un peu dans le film. À un moment
J'avais pas compris pourquoi Thibaut avait zoomé sur ma tête dans cette image, jusqu'à ce que je le vois au cinéma et que je me réalise à quel point mes cheveux, en fait, ils tenaient comme ça, à l'horizontale, quoi. Et donc Ah là, on se dit: «Ah ouais, ouais! c'était quand même très, très dangereux». Donc on a eu Ça veut beaucoup de dire qu'il y a chance. un gros risque de foudre qui arrive à cet C'est ça. endroit-là, c'est Ah ça ouais, quand ouais, tu bah ça? ouais, Mmh. exactement et là, en plus, on est sur le Mmh. point, culminant, du Yosemite. On Oui, c'est descend parfait. en plus C'est parfait! en haut du Half Dome, en fait, c'est vraiment un dôme et il faut descendre, c'est à peu près 150 mètres sur des gros câbles métalliques. Donc on est en plus sur du métal, donc vraiment il y a rien qui va, mais là, à un moment, faut descendre. On était attachés, ça faisait 24 heures qu'on grimpait. On n'allait pas en plus descendre pas attachés, donc on était tous attachés. Mais là, si la foudre à un moment, arrive à ce moment-là, ça aurait pu être grave. Beh, on passera aussi à la ton dernier exploit en date, mais on va revenir un petit peu sur d'autres choses que tu as fait. Tu as fait le Green Split, donc c'est la deuxième ascension féminine de cette voie emblématique. Oui. Elle ressemble à quoi le Green Split, pour ceux qui connaissent pas? Alors Green Comme moi, Spit, par exemple. c'est une, bah, ouais, Green Spit, en fait, c'est une, fissure un petit peu en toit horizontal qui fait à peu près entre 15 et 20 mètres et qui est Elle est vraiment extrême, en fait. C'est une belle fissure d'en bas, on se dit: «Bon, ça doit pas être très dur, ça doit bien coincer», mais en fait, c'est des coincements qui sont assez fuyants et qui font très, très mal à la peau parce qu'il y a des petits cristaux un petit peu partout dans la fissure, donc il faut vraiment mettre des gants de fissure assez épais. Il y a une elle se situe où section. celle-là? Elle est à Valle dell'Orco, au nord de Turin. Elle est à Voilà. 1 heure, au nord de Turin et c'est Mmh. vrai que moi, il y a une section où j'ai vraiment eu du mal, c'est la dernière et une section au milieu où il y a, en fait, des petites prises à tenir et c'est vrai quand on est complètement à l'horizontale, dans une fissure à 20 mètres, c'est pas facile ce passage-là et il y a notamment un autre problème dans cette région, c'est qu'il pleut énormément. En fait, elle est très humide et en fait, à chaque fois qu'il y avait de l'humidité, notamment le lendemain d'une journée de pluie, je glissais de la fissure, j'arrivais pas à tenir assez. Heu et là, ça a été un moment assez spécial dans ma vie parce que c'est le moment où j'ai quitté mon travail et je me suis dit: «Allez, on va all-in dans l'escalade» et c'était vraiment une semaine après que j'ai quitté ce travail en disant: «Bon, bah, là, j'ai le temps». Il m'avait quand même offert un salaire pendant 2 mois, donc je me suis dit: «Bon, bah, génial, je vais grimper à fond» et ça a été un peu, mon premier petit exploit, en escalade qui a commencé doucement, à me faire connaître. Ouais, ce que j'aime bien aussi, c'est je me dis: «Tiens, bah, elle est aussi intéressée par la chorégraphie» parce que je disais: «Ah j'ai» parfois tu tombes amoureuse d'un mouvement à faire apparemment. Tu dis: «Waouh, ça, il est trop stylé». Mmh. J'ai une Bah, cette fissure, c'était ça, hein, ça m'attirait toujours. J'ai une passion un peu de grimper ces lignes parce que je trouve quand on voit une fissure qui est comme ça parallèle, qui a été créée dans le mur, c'est vraiment un cadeau de mère nature et ce serait dommage quand même, de pas aller la grimper. Alors que c'est vrai que d'autres parois, ça donne envie de grimper, mais moi je trouve pas autant qu'une belle fissure qui est vraiment, parallèle, magnifique et qui demande juste à être grimpée, du bas. Mais je sais bien qu'à un moment, tu avais un mouvement que tu avais trop envie de faire, où il faut mettre le bras d'une telle manière, quitte à s'écorcher un coup. Mais enfin, je sais pas, je t'ai entendu parler une fois d'un truc où il y a un mouvement, tu avais trop envie de le OK. faire, très technique et Ah donc mais j'aime oui, bien. non mais ça je sais, mais ça c'est, tu parles de Wet Like a Nightmare en fait. Dans Voilà, Wet c'était le Like a suivant Nightmare, sur il y le a un coin. mouvement de Mmh. cheminée parce qu'en fait le Mmh. mouvement que tu parles, Oui, c'est une c'était avec une cheminée et il cheminée. faut se Mmh. pendre au coude en fait. Donc tu mets Voilà. ton coude en l'air et là tu es pendu, tout le corps est pendu sur le coude jusqu'à ce que tu arrives à remonter tes pieds et utiliser l'autre main, pour te remonter et ça c'est mythique. Ça c'est vraiment, ça je pense Voilà. pas que je referai un jour bah, peut-être, hein, ne sait-on jamais, peut-être que je referai ce mouvement, mais être pendu comme ça à 400 mètres dans le vide, les pieds dans le vide, sur un coude, c'est et beaucoup de gens m'ont dit: «Waouh, mais ça a l'air de faire trop mal» et en fait, ça fait pas du tout mal parce que c'est juste tes os qui sont bloqués dans une position en mode statique. Donc tu même pas en train de forcer avec tes muscles ni rien, mais c'est un mouvement, qui est juste incroyable et c'était pas du tout le mouvement le plus dur, de cette grande voie et de ce big wall, mais c'est un mouvement que j'oublierai jamais. Ouais, voilà, il me semblait bien qu'il y avait ah oui, le mouvement, carrément. Je voulais faire ce mouvement et ben voilà. Donc la Wet Lycra Nightmare qui veut dire effectivement le cauchemar en lycra mouillé. C'est ça. Et pour c'est parce que c'est la sueur ou c'est parce qu'il fait pourri par là? Je crois, c'est parce qu'en fait, il y avait une voie en artif qui passait à cet endroit qui s'appelle, Daydreaming. Je crois que ça s'appelle quelque chose, Daydreaming ou
Denim, ouais, Daydreaming Denim ou quelque chose comme ça. Mmh. Et donc je pense celui qui a fait la première ascension en libre, qui s'appelle j'ai plus son nom d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, mais un grimpeur fort qui est décédé d'ailleurs sur ce même mur, 1 an plus Ah. tard, mais il l'a libéré et il l'a appelé, Wet Like a Nightmare. J'ai mis du temps d'ailleurs à comprendre ce nom et à réussir à le dire et à m'en souvenir parce que je trouvais qu'il était quand même, très compliqué. Ah voilà, non, je vois, c'est un connu pour sa difficulté, ses conditions humides, hein, voilà, donc Ouais. apparemment, il ferait quand même pas OK et donc difficile effectivement, cette première ascension Ah bah féminine? là, ouais, celle-là, bah, en plus pour faire une première ascension féminine dans le Yosemite, faut la trouver, hein, donc il y a beaucoup de femmes un peu du monde entier qui viennent, pour y grimper et j'avais gardé même quand je m'entraînais pour le Triple Crown, je me suis dit: «Ah, le Wet Like Crash, je sais que c'est pas loin, je sais qu'il y a encore aucune femme qui y était allée. Moi, j'y étais allée dans la voie 1 ou 2 ans auparavant avec un copain qui travaillait la voie où je m'étais dit: «Waouh», enfin, je m'étais dit: «Waouh, les longueurs sont incroyables, l'escalade a l'air incroyable». Donc déjà, ça m'avait un peu donné envie, d'y revenir et en fait, et ben après le Triple Crown, je me suis dit: «Bon, j'ai envie de revenir à l'escalade libre, j'ai envie de grimper dur, j'ai plus envie de tirer sur les coinceurs ou de mettre les pieds sur le point» et je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de faire What Like a Nightmare?» Sauf qu'en fait, j'ai eu une blessure à l'épaule en août. Je suis tombée à vélo en promenant le chien d'une amie. Donc ça a un peu retardé tout mon entraînement, donc j'ai pas pu vraiment bien m'entraîner l'été là et donc je suis revenue encore avec un peu ma blessure à l'épaule, dès fin septembre et je me suis dit: «Bon, bah, on va voir White Like Quoi. J'ai encore mal à l'épaule, je suis pas entraînée ni rien, je me sens pas forte, mais est-ce que c'est possible?» Et au bout de 2 mois, j'ai enfin, enchaîné la longueur la plus dure et j'ai réussi toutes les autres parties en tête, sauf la dernière, la cheminée, mais je savais que c'était possible et que je pouvais faire cette longueur-là et je me suis dit: «Bon, bah, là, c'est bon, je fais une semaine de pause et j'y vais» et j'ai réussi à enchaîner en 3 jours et j'ai quand même mis dans la longueur la plus dure en 8B, j'ai quand même mis 15 essais sur 2 Mmh. jours. Donc 15 Mmh. essais, dont un essai le 12e ou le 11e où j'arrive à passer le mouvement dur et là, dans une partie ultra facile de cette longueur, mon pied glisse et là, je suis vraiment, mais je suis dévastée parce que là, moi, je me dis: «Ouais, bah, c'était peut-être ma seule chance, je viens de la rater, c'est fini». Et là, psychologiquement, pour revenir de ça, d'une 12e tentative où on avait enfin réussi une pas dure que je réussis une fois toutes les 10 fois et qui est extrême et là, je me disais: «Ouais, bah, ça se trouve là, c'était voilà, c'était l'essai où fallait pas rater, je l'ai raté» et en fait, ce qui m'a aidé 2 essais plus tard, c'est de mettre de la musique dansante. J'ai mis ma meilleure playlist de danse, les Bee Gees, j'ai mis qui d'autre? J'ai mis voilà, enfin vraiment, du Michael Jackson et plein d'autres musiques que j'adore et en fait, je pense que ça m'a vraiment décontractée, ça m'a permis d'enlever beaucoup de pression et là, j'ai réussi, le coup d'après et ça, Ouais, tu vois, c'était j'allais vraiment justement fort. te demander c'est quoi tes astuces pour, remonter et te relâcher, Mmh. voilà, tu viens de me donner la Ben réponse, moi, c'est très vraiment bien. ouais, je pense moi, c'est vraiment la musique et de mettre des musiques que j'adore, en fait, parce que je pense qu'il y a un moment, même moi, si je suis trop sérieuse dans ce que je fais et qu'à un moment je focus que sur ça et je pense à rien d'autre et que je refais que les mouvements. En fait, moi, les mouvements, j'ai une bonne mémoire, donc quoi qu'il arrive, je les oublie pas les mouvements, mais en fait, si je pense qu'à ça trop, le moment où je me repose pour ensuite essayer, ben, en fait, ça marche plus. Donc moi, j'essaie un peu de créer une bulle de fun, de moments où on va penser à autre chose, on va discuter. C'est vrai que j'avais un partenaire, John, qui parlait pas forcément ni rien, donc je me dis: «Bon, John, il a pas compris que là, il faut me distraire et parler d'autre chose». Donc je me dis: «Bon, bah, il faut que je chante ma meilleure playlist, et qu'au moins je danse là-dessus» et ça m'a vraiment aidé à me relâcher et en fait, je suis partie dans l'essai d'après, j'ai volé dans la longueur et j'ai presque rien vu, quoi et vraiment jusque OK. dans le dernier moment où il y a un dernier moment où il faut quand même se jeter sur la prise, dans cette longueur, donc jusqu'à la dernière prise, tu pas sûr de finir mais là, je suis arrivée à cet endroit et là, j'ai dit: «Bah, alors là, le bac, jamais de la vie je le lâche» et là, je suis allée dessus et j'ai serré tout ce que j'avais et là, le bac, il tenait quoi qu'il arrive, quoi. Le free, c'est quoi ça, exactement pour ceux qui ne connaissent pas? Et beh, en fait, l'escalade libre ou le Mmh. free, tu dit, c'est ça? Oui, c'est oui, le free, oui, l'escalade libre, oui, parce que tu Ouais, vois, ou après je suis l'escalade retournée en libre, libre. en fait, ça veut dire que quand on a une longueur, voilà, qui part d'un ancrage au suivant, par exemple 10 à 20 à 30 mètres plus haut, et ben, on essaie de faire tous les mouvements, en libre en utilisant que le rocher. Donc on n'a pas le droit de tirer sur les dégaines. On quitte notre corps dans les dégaines au fur et à mesure qu'on monte, mais le but, c'est d'utiliser que le rocher pour arriver jusqu'à l'ancrage suivant sans tomber. Ça, c'est Mmh. vraiment l'objectif de libérer une voie en escalade libre, c'est qu'il faut réussir chaque longueur du début à la fin sans tomber. Si on tombe, bon, ben, on redescend, on repart de l'ancrage du bas, on tire la corde et on remet un essai 10, 15, 20 minutes plus tard.
D'accord. Eh bien, on va parler maintenant de ton dernier exploit en date d'ultra climbing. Donc, en duo féminin, à nouveau, un défi d'endurance extrême, donc qui t'a pris un peu plus de 40 jours. Tu peux nous expliquer, nous présenter ta partenaire et nous présenter d'où vient ce défi? Et ben ce défi déjà, je pense que c'était vraiment une envie l'été dernier pour moi de sortir des chemins battus et de moi-même inventer mes propres aventures. Où je me suis dit: «Bon, faire le triple crown, c'est génial, mais ça a été déjà fait par d'autres hommes. Le White Like Granite Bear, c'est pareil, ça avait été déjà fait par d'autres personnes». Et là, je me suis dit, en voyant ce topo de Nicolas Armstrong des 100 plus belles grandes voies de Provence quand j'étais de retour à Toulon l'été dernier, je me suis dit: «Waouh, mais pourquoi pas essayer de grimper les 100 plus belles, en moins de 50 jours ou le plus rapidement possible?» Je m'étais pas forcément fixé un nombre de jours, et je me suis dit: «Bon, on va déjà faire What Like One Nightmare, on verra après». Je me suis dit: «Bon, ça a l'air d'être compliqué comme projet, mais si jamais l'idée continue encore de trotter dans ma petite tête et que j'y reviens, c'est que vraiment il faut que je le fasse». Et d'ailleurs, ça a continué à j'ai continué à y penser après What Like Grass, c'est le 1er truc auquel j'ai pensé. Donc voilà, ça refaisait un petit peu surface à certains moments et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, si ça fait surface, c'est vraiment que je dois le faire et que c'est une aventure pour moi». Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Bon, tu as trouvé une partenaire», en sachant que je voulais le faire avec une autre femme pour ce projet. Ça va pas être facile. Déjà, il faut trouver quelqu'un qui est disponible 50 jours, quelqu'un qui aime assez les grandes voies pour avoir mal aux pieds, mal aux mains et souffrir parce que là, on sait que ça va être dur et on sait qu'on va souffrir, qui est OK aussi pour faire des kilomètres et des kilomètres de marche parce que, par exemple, dans les calanques, on faisait entre, 2 et 6 heures de marche par jour, en plus de toutes les grandes voies d'escalade qu'on grimpait. Donc c'est beaucoup, beaucoup de marche et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue, de cette copine Elsa Ponzo que j'avais rencontrée au Yosemite. Alors à ce moment-là, j'avais aucune idée de son niveau. Moi, je m'étais juste dit, «Mais Elsa, elle est toute choupinette, elle est super sympa». Alors elle est passionnée d'escalade et elle a enchaîné freerider sur El Capitan, donc je me suis dit grimpeuse très forte sans aucun doute, mais j'avais aucune idée vraiment de son niveau en France. Je pense qu'on avait voilà, quand on rencontre quelqu'un, on parle de plein de choses ou de nos aventures, mais on va pas forcément dire: «Ah oui, alors moi, j'enchaîne du 8B, moi je fais du 8A+, ben non, moi je fais du 8 à vue». Non, je pense qu'on se dit pas forcément ça de prime abord. Et quand j'ai fait un peu des recherches sur Elsa, j'avais vu qu'elle a enchaîné un 8C+ et qu'elle faisait énormément de grandes voies très, très dures. Et je me suis dit: «Bon, bah, là, Elsa, je pense qu'elle va avoir la marche pour ce projet». Et quand je l'ai appelée un soir assez tard et que je lui ai parlé, de l'aventure de faire les 100 plus belles grandes voies de Provence en 50 jours, elle m'a dit: «Non mais alors là, moi je suis une passionnée des grandes voies, j'adore faire ça. Donc écoute, moi je te dis oui, je suis dispo». En plus, elle devait faire un gros voyage autre part, elle a pas pu le faire. Donc elle m'a dit: «Bah génial, je vais faire ce gros voyage mais en Provence, ça me va très, très bien». Et du coup, voilà, à ce moment-là, elle a commencé en plus à s'entraîner à courir 3 4 fois par semaine parce qu'elle me dit: «Non mais moi, le cardio, c'est pas ça». Alors qu'en fait, c'est une Mmh. machine de grimpe et qu'elle a un cardio d'enfer, sauf qu'elle grimpe qu'avec des mecs tout le temps. Elle grimpe Ah qu'avec des oui. mecs, donc forcément, quand on est entouré de guides de haute montagne, qui font des énormes sorties en montagne, à côté, on semble sûrement plus nul, alors qu'en fait, non, elle a énormément de cardio et c'était pas du tout un problème, quoi. Et elle s'est encore plus entraînée, ce qui était génial. Du coup, elle avait beaucoup de marge. Et on a vraiment fait un super duo pendant ces 43 jours. On a eu dès la première journée, on savait que ça allait être dur parce qu'on a fait une première journée d'escalade à la Sainte-Victoire et il a commencé à pleuvoir à la moitié du mur. Il y avait des longueurs trempées, on était dans la brume. Moi, j'avais de la buée sur les lunettes, je Ah voyais ça, c'est plus rien dans pratique les ça, ouais. longueurs. Donc c'était très compliqué. On est arrivé là-haut un peu frigorifié, c'était gelé, il y avait du vent à fond. Donc c'était vraiment horrible et là, on s'est dit: «Bon, bah, il est 11 heures, on devait faire 2 autres grandes voies. Bon, bah, on arrête». Bon, bah, oui, hein, parce que là, c'est trempé, on peut rien faire. Et là, on s'est dit, ouais, que ça allait être compliqué. Donc le lendemain, on a fait des grosses journées et on a eu, je pense, un de nos ennemis principal de ce voyage, ça a été vraiment le vent. On a eu plus de 6 ou 7 journées où on a eu 100 km/h de vent, où là, 100 km/h de vent, on ne pouvait pas toujours faire en sorte d'être abrité du vent parce qu'on avait certaines grandes voies qu'on voulait faire et qu'on devait faire à certains endroits. Au Mmh. fur et à mesure qu'on en a fait beaucoup, et ben, il y a un moment, il reste 2 jours à faire, c'est à cet endroit et si c'est une paroi exposée est et que le vent vient de l'est, bah, forcément, on est plein vent. Et je me souviens, il y a une journée, là, on était au bord de la mer, dans les Calanques où, il y a un endroit où on doit traverser au bord de la mer. Il y avait 3 options pour rejoindre le bord de la mer. On essaie une première, des vagues énormes. On se dit: «Bah, là, c'est mort, Ouais. jamais on passera là». Ensuite, faut, rentrer dans une grotte et il faut grimper à l'intérieur d'une grotte qui est assez magnifique. Des vagues énormes qui mouillent le mur de partout. On se dit: «Bon, bah, là, non plus».
Et là, on se dit: Mmh. «Bon, bah, 3e option, est-ce qu'on va réussir à faire cette voie?» en sachant qu'elle était facile, hein, c'était une voie en 5K, hyper facile. Donc on monte tout droit, on arrive à longer et on descend en rappel et au moment où on descend en rappel, moi, j'attends Elsa où je l'assure au relais. Je me prends mais une énorme vague sur moi. Un moment, de toute façon, on s'y Waouh! attendait, un moment, on allait être mouillés. Moi, je suis Mmh. mort de rire. Elsa, elle arrive, je lui dis: «Bah, de toute façon, ça y est, la mer, elle m'a eu, j'ai les chaussures trempées, je suis trempée partout». Et ce qui a été drôle, c'est qu'ensuite, on est parti sur l'arête et qu'en fait, en 5 minutes exposée au vent, j'étais sèche. Le vent Ah m'avait ouais! séchée Ah en 5 minutes tellement il y carrément! avait ah non, Ah mais en 5 ouais! minutes, alors que j'étais mais trempée. J'avais le pantalon, on aurait dit que j'avais pris une douche habillée tellement j'étais mouillée, mais en 5 Mmh. minutes exposée au vent tellement il était fort, j'étais sèche. Ah Je suis ouais. arrivée au relais déjà, Elsa, elle a galéré à faire une 5K, donc pour que Elsa galère, tellement chaque mouvement, elle devait y aller doucement. Il y a un moment, moi, quand j'ai mis ma main derrière pour prendre de la magnésie, j'ai failli me Mmh. faire emporter par le vent parce que mon coude a fait que je me suis pris le coup de vent et j'ai failli tomber. Ah ouais. Et quand Ah j'arrive purée. au relais, je vois Elsa qui est allongée sur la corde, comme ça, à m'assurer, à me dire: «C'est horrible, c'est horrible» et elle m'assure allongée par terre tellement elle se faisait fouetter par le vent et Ah heu ouais. et moi, j'arrive et on est mort de rire. Je lui dis à quel point je suis déjà sèche et qu'on dirait que j'ai jamais été mouillée. À part les chaussures qui étaient encore mouillées, sinon tout était sec, quoi. Donc voilà, grosse Mmh. expérience et notamment notre dernier jour, ça a été la même ambiance où on a grimpé dans la face nord de la Sainte-Baume qui est, voilà, orientée un peu, face à la Sainte-Victoire, donc c'est assez magnifique cet endroit et pareil, face nord, dans de l'escalade artificielle à poser des coinceurs sur du calcaire. Tu es déjà pas à l'aise, c'est vraiment pas facile et là, rebelote, 120 kilomètres/h de vent, juste Ouf! horrible, dans des longueurs où déjà c'est hyper engagé. Enfin, on était vraiment en mode, montagne, pas le droit de tomber, alpinisme, vraiment c'était vraiment pas cool, mais vraiment voilà, ça a été, la dernière épreuve à vivre pour finir ce projet, hein. C'était aussi dur que la première journée, donc au moins, voilà, on est resté dans le thème jusqu'à la fin et je pense sur les 43 jours, on a dû avoir, allez, en moyenne sur le 43 jours, on a dû avoir 5 journées faciles où c'était de l'escalade tranquille, quoi. À part ces 5 journées, tout a été dur, quoi. Ah, ça me fait penser un peu quand tu parles, il y a pour tu sais, il y a le facteur vent pour le tu vois toujours le froid réel et ressenti à cause Ah du vent, oui, c'est ah bah autant. oui. Donc la cotation réelle, de ça peut être du 5B, ressenti, 8C à cause Ah du ben c'est vent, ça, bah tu oui, vois? c'est pas très loin, hein. Non, mais exactement. Ah non, mais on aurait dit que c'était des voies beaucoup plus dures à cause du vent notamment. Ah ouais, non, non, c'est sûr. Ouais, oui, c'est ça et là vous Ressenti entre pas 5K. ouais et donc entre 2 vous aviez pas un mobil-home? Je sais plus très bien où vous logiez, il me semble que On vous avait aviez en votre fait, toutes les 2, on vit dans nos vannes. Donc en fait, toutes les 2, voilà. on avait nos vannes et ça, je trouve que ça a été génial et moi, dès le début, j'ai dit à Elsa: «Il faut qu'on ait chacune nos vannes», parce que du coup, en fait, le soir, au moins le moment de dormir, c'était un moment où on était seuls, où on pouvait se reposer et après le reste du temps, voilà, on faisait à manger, toutes les 2 dans mon van. On préparait toujours ça, c'était un truc un peu stratégique, Oui, c'est c'est le pour ça, matin je vous avais suivi un petit peu, hein, puisqu'on avait parlé avant ce défi eh et oui, eh je vous oui. voyais effectivement cuisiner dans un truc. Je dis: «Tiens, elles ont pris un truc à 2 ou» ah voilà, c'était 2 Et vannes en oui, fait. non, voilà, c'était 2 vannes et en général, on faisait OK. toujours la cuisine dans mon van et ce qui a été pratique aussi, c'est qu'on se faisait toujours un sandwich pour le midi et ça a été vachement bien pour qu'on ait toujours 3 repas à la journée parce qu'avec le nombre de calories qu'on brûlait, c'était quand Ah même très ouais. chouette d'avoir un sandwich le midi, à manger et on a plutôt bien géré la nutrition. Notamment, on a fait un rendez-vous, d'1 heure avec Nouchka, c'est une diététicienne assez connue en France et qui fait beaucoup d'ultra trail, donc qui connaît bien les sports d'endurance et qui nous a donné des super conseils au niveau de la nutrition et de l'hydratation. Et c'est vrai que moi, je pense que les 30 premiers jours, j'ai pas du tout perdu de muscle. Donc tout s'est bien passé. Et je pense que quand on est arrivé dans le Verdon et que les températures ont baissé, j'avais froid chaque nuit, il faisait beaucoup plus froid dans le Verdon. Moi, ça a commencé à être plus difficile. Je pense que je résiste mal au froid, où il faudrait que je mange, voilà, 4-5 repas par jour, mais à un moment, ça devient quand même compliqué, surtout quand on n'a Mmh. pas plus envie de manger. Et donc c'est là où moi j'ai vu la différence et que je commençais vraiment à perdre du muscle et perdre du poids. Tu as attaqué très fort avec, tu as une grande histoire d'amour avec les œufs maintenant, Ah tu as ouais, mangé on mangeait beaucoup d'œufs. Je crois qu'à la journée, on en mangeait 4 chacune, par jour, au moins. Donc mmh on mh. en faisait, 8-9, le matin. On en a acheté des œufs là pendant 43 jours. Mais c'est une source de Mmh. protéines sûre. Ah bah ouais. Tous les matins, on a toujours fait le même petit déjeuner, ça s'est hyper bien passé et moi j'ai dit à Elsa: «Moi je peux manger le même petit déjeuner, aucun problème» et c'est vrai que c'est chouette de commencer avec un truc que tu connais tous les matins, où tu sais que c'est une valeur sûre. Quoi qu'il arrive, Mmh. tu te sens bien avec ça, il y a pas de doute. Est-ce que, je vais bien grimper après et bien me sentir? Donc ça, c'était génial et après pour les protéines, vu que moi je suis végétarienne, on a pas mal mangé de tofu, de
l'halloumi qui est un fromage aussi avec beaucoup de protéines. On a mangé des lentilles aussi, voilà, donc on a essayé de varier au plus possible et Nouchka nous avait conseillé aussi de prendre un shaker de protéines tous les soirs, ce qu'on a fait et ça, je pense, ça nous a vraiment aidé à maintenir aussi notre masse musculaire et pas trop perdre du muscle et à la reconstruction des muscles, avec les courbatures. Et ce qui nous a aidé, que là je recommande à ceux qui ont des courbatures, la sporténine. C'est vachement mieux. Donc nous, on n'a jamais pris d'ibuprofène, on n'a jamais pris d'antidouleur, mais la sporténine, ça a été révélateur, ça enlève les courbatures. C'est comme des petites pastilles homéopathiques et alors ça, c'est révolutionnaire. Donc on en a Ah ouais? énormément mangé, tout le long du trip et on voyait vraiment la différence, à quel point on avait moins de courbatures, quand on ne prenait, plutôt que les jours où on n'en prenait pas. Sporténine. Sporténine, je recommande. Bah, c'est vachement mieux que Voilà. l'ibuprofène ou autre. Donc Eh nous, on ben n'a ouais, jamais écoute, pris, hein. d'ibuprofène ou d'antidouleur, on en avait acheté, hein, on en avait sur nous au cas où si jamais à un Oui, moment pas il y avait suicidaire non besoin, plus, ouais. Mmh. mais on n'en a même pas eu besoin donc c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que tu parlais de tes apports nutritionnels, tu dis: «Ouais, OK, on est bien dans une nutrition type ultra là, parce que Ah c'est bah c'est là, épique, là on est c'est obligé. épique». Bah oui, oui, non mais là c'est comme, oui, oui, c'est la même chose, hein. Sinon, l'escalade au féminin, donc tu as parlé de la grosse différence, point de vue, bah, de la communication, des synergies qui se créent vraiment à beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme différence? Des techniques ou des approches, des manières de travailler les voix? Mmh. Qu'est-ce qui fait la force finalement? Parce qu'on peut être différent, mais avec d'autres forces, hein. Ouais, bien Faut pas se dire sûr. toujours on est plus faible musculairement, mais on peut être plus fort sur un autre point qui fait que ça compense plus que largement. Hein. Bah, après en escalade, quelque chose qui est juste essentiel, c'est la souplesse en général et c'est pour Mmh. ça que l'escalade est quand même un des sports où les femmes peuvent être plus fortes, que les hommes, où il y a vraiment pas de règles et où elles peuvent réussir des mouvements que peut-être les hommes n'arrivent pas s'ils n'arrivent pas à monter leurs hanches et qu'ils ont pas de souplesse de bassin. Donc ça, c'est assez génial comme sport où je pense qu'il y a une grosse différence par rapport à d'autres sports d'athlétisme ou de foot ou autre, où à un moment les femmes vont réussir à quand même courir moins longtemps ou moins vite et ça, c'est une réalité, physique et on peut pas la Moins longtemps, changer. je sais pas, hein. Moi, les ultramarathons, les ultra-trails et cetera, on voit quand même avec des Quoique cornets dans les Cosnay ultras, Labolter et ouais, cetera, que là, justement, quand ça commence à être vraiment, souffrant là long, et qu'il faut une endurance ouais, de fou, les femmes peuvent se positionner mmh, aussi bien que les hommes et même les dépasser. Et donc ça, c'est intéressant. Donc toi, tu fais justement de l'ultra-escalade, tu combines les 2 là, hein, la possibilité d'utiliser l'ultra-endurance des femmes et la souplesse alors. Ah mmh. intéressant. Mmh. Il y a Et ouais et après moi ce que je trouve génial et ce que j'apprends ou ce que je conseillerais même à d'autres femmes, c'est peut-être quand elles commencent tu vois l'escalade en extérieur, peut-être de le faire dans un groupe 100% féminin pour vraiment se sentir à l'aise et être rendues autonomes, bah, pour qu'elles justement portent les 50% de l'équipe et qu'elles se disent: «Bon, bah, à un moment, ça va être à moi d'aller en tête, ça va être à moi d'assurer en première ma partenaire en grande voie». Donc ça, je trouve c'est génial. Mais après je leur conseille toujours d'aller aussi grimper avec des hommes parce que eux, ils sont tellement frondeurs, ils ont pas peur d'y aller et ils se disent: «Bon, bah, si je tombe, c'est pas grave» et ça, je trouve, c'est vachement inspirant de les voir à quel point, eux, ils y vont, aucune peur. On fait une chute de 8 mètres, il y a pas de problème et ça, je trouve, c'est chouette de s'en inspirer aussi. Oui, tu disais chuter, ça va enfin, tu dois parfois changer de mindset, mais de manière assez radicale, Mmh. parce que la chute, tu dis: il faut» et il faut s'entraîner à chuter pour ne plus avoir peur de la chute, jusqu'au jour où tu fais une performance où la chute est interdite parce que ça devient trop dangereux, donc c'est et que tu dis que passer de l'un à l'autre, c'est pas toujours évident. Eh ben non, ça justement, ça a été très compliqué et notamment après le Triple Crown, on était vraiment dans un état d'esprit de interdiction, de tomber avec Kate et moi, il y a une ou 2 fois où je suis tombée justement. Alors j'ai fait des petites chutes, mais c'est vrai que psychologiquement, ça m'a vraiment perturbée et impactée à ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on finit ça, qu'il faut retourner à de l'escalade en libre et reprendre des chutes, bah, c'est tout un moment où il faut redire à son cerveau: «T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est des chutes, on a le droit de tomber». Donc voilà, donc ça c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, mais bon, l'escalade de vitesse, c'est pas quelque chose que je ferai très longtemps. Donc une fois que je suis repassée en mode, «C'est bon, j'ai le droit de tomber, j'ai un bon assureur» et alors ce qui fait aussi une grosse différence dans l'appréhension de la chute, c'est d'avoir quelqu'un qui nous assure bien. C'est-à-dire, il y a des manières d'assurer où moi, avec des mauvais assureurs, j'ai peur de tomber sans aucun doute et là, ma peur est très rationnelle parce que je sais que cette personne ne s'est pas bien assurée et que si je chute, elle va me plaquer contre la paroi et je risque de me faire une cheville ou de me faire mal. Alors que quand je grimpe avec Mmh. des gens qui assurent très bien et qui font un bel assurage dynamique, on est tout de suite en confiance et on sait que si on tombe, ça va être comme dans du beurre et qu'à aucun moment on va se faire mal.
Voilà, Ou donc en tout ça cas, ça s'apprend limite aussi vraiment à les l'escalade. risques. Donc voilà, je pense bien s'entourer et quand on a vraiment, peur de chuter, avoir un assureur qui vraiment, sait ce qu'il fait et qui nous met en confiance et qui nous assure, vraiment hyper bien pour que ce soit pas violent, ça fait en fait toute une grande différence. Les spécificités de la fissure, parce qu'on t'appelle Miss Fissure, on va quand même aborder la fissure. Quelle est la spécificité de cette discipline et Mmh. pourquoi elle te plaît tant, dis-moi? Alors après spécificité, oui et non, parce que je fais pas du tout que ça. C'est juste un surnom, qu'un Mmh. ami m'a donné et que j'ai assez, adoré. Mais c'est un peu ça qui me démarque peut-être quand même de beaucoup de grimpeuses, c'est que je fais de l'escalade en bigot et en fissure et moi ce que j'adore en fissure, c'est toute cette logistique, autour de la grimpe en fissure, c'est-à-dire les coinceurs, l'organisation des coinceurs sur son baudrier. Combien est-ce qu'on en prend quand on va faire la voie? Parce que si on en prend trop, on va être trop lourd. Si on n'en prend pas assez, et ben, il y a un moment, on risque d'être à un endroit, sans pouvoir poser de coinceur et donc ça fait très peur et c'est vrai que l'escalade en fissure, c'est assez ingrat au début, c'est-à-dire que ça fait très mal parce qu'on va mettre les mains dans les fissures, on ne sait pas comment les mettre, on va avoir des bleus de partout, des bleus sur les genoux et c'est vrai que c'est un sport qui est assez, c'est full body, quoi, hein. Tu utilises vraiment tout ton corps. Des fois, tu utilises les coudes, tu peux utiliser ta tête, tu peux utiliser tes genoux, tu bloques les genoux carrément dans les fissures et il y a énormément de techniques et moi, ce que j'ai adoré quand j'ai appris la fissure il y a à peu près, il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est en fait que je suis redevenue une débutante et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça faisait déjà 5 ans que je grimpais et là, je me dis: «Waouh, je suis de nouveau une débutante, j'ai un monde de techniques devant moi et j'ai juste des milliers de choses à apprendre avec notamment une super mentor que j'ai eu, Brittany Goris qui est une des spécialistes de l'escalade de fissures aux États-Unis, qui m'a donné plein de petits tips et plein de petites astuces, quand je grimpais avec elle et ça a été génial et je pense pour bien apprendre à grimper en fissure, si on a un bon mentor, une bonne mentor qui vraiment prend le temps de nous apprendre et qui nous aide à pas nous faire peur dès les premières séances et mais en fait, ça fait toute une différence sur, la manière dont on va aimer la fissure ou non. Mmh. C'est quoi tes plus beaux moments d'escalade? Le moment où tu es dans le flow, où tu te dis: «Waouh, je suis à ma place là»? Ça, c'est chouette, le moment dans le flow. On ressent alors après je le ressens beaucoup, mais il y a vraiment des moments où quand on travaille une voie de 30 mètres et qu'on l'a refaite, refaite, mais qu'on continue de chuter parce qu'il nous manque quelque chose et qu'il y a un jour et une fois où on enchaîne la longueur et tout se passe très bien. On n'a même pas, les bras asphyxiés, on n'a pas mal aux bras, on a l'impression que la voie, c'est du cisa tellement ça nous paraît facile. Ça, c'est un moment assez magique et c'est vraiment un moment de flow parce qu'on pense à rien d'autre. On est vraiment dans le moment avec la voix, les mouvements et quand on arrive au relais, c'est assez méditatif, en fait, hein et moi, je trouve que la en fait, l'escalade, c'est vraiment, ma méditation un petit peu personnelle parce qu'en fait, quand on grimpe, il se passe tellement de choses qu'on n'a pas le temps de penser à tout ce qui se passe dans nos vies perso, dans nos vies pro. On pense à rien d'autre. Là, on est avec le rocher, en nature, en escalade avec son partenaire et là, on pense à ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on pose son pied, où est-ce qu'on pose sa main. Donc je trouve que c'est vraiment un sport qui nous ramène à ce qu'on est en train de faire dans le moment et ça, moi, je trouve ça juste magique, hein. Absolument. Alors on va parler du j'aime bien parler de l'erreur et du succès. Donc quel est le fail qui t'a le plus appris? Le quoi? Le faire un truc que j'ai raté? Ah oui, 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 une belle claque. Une belle claque, et ben, moi, j'ai eu une belle claque parce que j'avais été, contactée par TF1 pour faire l'émission Ninja Warrior. Ils ont dû me contacter en novembre 2022 et moi, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas? Ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être chouette». En plus, apprendre un nouveau sport, moi, je suis toujours partant pour, vivre de nouvelles aventures. Et en fait, je me suis quand même entraînée pendant 3 mois où je suis revenue, spécifiquement pour ça en France. Donc pendant 3 mois, je faisais 1 heure et demie de voiture pour aller grimper, dans une ville qui était la seule, de Toulon en fait, à côté de Toulon, qui avait une salle de Ninja Warrior. Donc 3 fois, je faisais 3 4 heures de voiture juste pour aller m'entraîner 2 heures et revenir le soir assez tard. Et et en fait, à 15 jours de l'émission, en fait, ils nous préviennent pas si on a été sélectionné ou pas. Ils nous disent: «Oui, vous êtes dans les candidats qualifiés et on vous dira à 15 jours de l'émission». 15 jours avant l'émission, ils m'appellent pas. Ils appellent toutes mes copines grimpeuses avec qui je m'étais entraînée pendant 2 mois, mais moi, je suis pas appelée. Donc je suis juste pas Yes. sélectionnée, quoi, même pas de réponse, rien, pas sélectionnée. Donc là, Mmh.
petit coup à l'ego, mais aussi, bah, coup au fait que ça fait 2 mois, je m'entraîne, comme une athlète, je m'entraîne énormément et à fond et j'ai même pas la chance de pouvoir y aller et au pire, si on tombe au premier obstacle, bon, bah, voilà, on y sera allé, c'est pas pour moi et c'est comme ça. Mais là, j'ai même pas eu la chance d'essayer, le parcours et c'est vrai que quand je suis allée voir l'émission pour, être supportrice de mes copines et les soutenir et être là-bas et jusqu'à la dernière minute, je suis quand même là-bas en me disant: «Bon, s'il y en a une qui se fait une cheville, Je moi, suis je sur le suis banc, je juste suis sur le là, je banc. suis là». Donc voilà, Laura qui n'abandonne pas jusqu'au bout, hein. Ouais, Donc ouais. jusqu'au bout, OK. j'étais là-bas et je suis allée voir, la casteuse en lui disant: «Écoute, je suis là, s'il y en a une qui se fait une cheville, moi, vous m'appelez, je viens tout de suite, quoi. J'ai tout, j'ai l'outfit, je suis prête». Donc tu vois, jusqu'au bout prête et un peu sur le qui-vive et donc non, personne s'est blessé. Donc moi, je regardais les gens quand même, donc certains qui n'ont jamais mis un pied dans une salle ninja, qui tombaient au premier obstacle et qui ne savaient pas tenir une corde avec leurs 2 bras, quoi. Et là, Mmh. ça m'a mis dans une colère noire de me dire: Mmh. «Mais moi, ça fait 3 mois que je me tape toutes les salles Ninja Warrior, que je m'entraîne pendant des heures, que j'ai vraiment investi dans ce sport pour faire cette aventure-là et qu'il y en a, ils ont même pas mis un pied dans une salle et qui savent même pas porter leur poids du corps et qu'ils ont été sélectionnés parce qu'ils portent un déguisement de kangourou ou un déguisement de je sais pas quoi». Non, mais alors ça m'a mis hors de moi. Mais après, bon, j'ai quand même une copine qui est quand même, grimpeuse pro et encadrante pro, qui est tombée dans une piscine en demi-finale et qui s'est, cassé la cheville. Moi, je suis entourée de personnes qui se cassent la cheville, je sais pas pourquoi et donc elle était en fauteuil roulant. Je suis allée la chercher à l'hôpital et tout après, une fois qu'ils lui ont fait toutes les radios. Elle a quand même eu 6 mois d'arrêt d'escalade. Donc là, bon, tu te Chouette. dis: «Bon, finalement, j'ai pas été sélectionnée, c'est pas très grave» et moi, une semaine après, j'allais dans le Yosemite et là, j'ai vécu aussi un gros fail, mais une des plus belles expériences de ma vie, c'était de grimper le Nose pour la première fois avec un Québécois que je venais de rencontrer. On n'est pas allé en haut, on a réussi à grimper 600 mètres et on est redescendu parce qu'un orage arrivait le lendemain et que mon copain s'était un peu fait, il s'était tapé la tête en courant sur la paroi et donc il était pas bien et on sentait que Mmh. bon, on n'allait pas passer, on n'allait pas arriver en haut, donc on est redescendu et ça, moi, ça m'a transformé cette expérience. Je me suis dit: «Moi, c'est ça que je veux faire, c'est faire du bigole, dormir sur le portaledge, dormir là-haut, me réveiller avec les étoiles au-dessus de moi, voir des couchers de soleil magnifiques» et donc ça, c'est vraiment une expérience qui a changé ma vie. Donc finalement, voilà, mon plus gros fail de même pas être sélectionnée à Ninja Warrior, ça a amené, une des plus belles expériences de ma vie qui a été aussi, un échec parce qu'on n'est pas arrivé en haut, hein. Donc en soi, quand on regarde l'expérience, l'objectif, c'est quand même d'arriver en haut et il y a plus de 60 des grimpeurs qui le font qui arrivent pas en haut, donc dont nous. On est redescendus, mais moi, ce fail, il a changé ma vie, hein. Ouais. Bah, comme on dit souvent que, allez, si on se focalise uniquement sur l'objectif, sur l'arrivée, sur le point final, on profite pas du chemin. Or là, visiblement, tu vois, tu es enchantée d'avoir, du chemin parcouru, même s'il a pas été jusqu'au bout. Moi, après, on voit bien que tu as un petit tempérament, compétition, qui fait que non, mais non, mais un jour, je vais aller jusqu'au-dessus, hein, Ouais. et bien en plus. Là, alors le succès dont tu es la plus fière? Ben je pense le Triple Crown avec Kate parce que vraiment on a noué une relation d'amitié juste incroyable. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné une sœur de cœur pour le reste de ma vie et je pense qu'on a fait ça a vraiment, mis une petite pierre à l'édifice des femmes qui sont passées dans l'Yosemite et qui ont un petit peu marqué l'histoire et je me dis: «Ouais, pour un endroit qui est aussi cher à mon cœur et qui m'a autant transformée, c'est chouette de laisser mon petit nom quelque part en disant: "Bon, j'ai fait un petit truc sympa au Yosemite" et Wet Like a Nightmare, c'était génial et impressionnant aussi. Mais le Triple Crown, ça a vraiment eu un gros impact et c'est l'objectif avec le film aussi. Et moi, je suis très contente d'avoir bossé aussi dur pendant 1 an et demi pour réaliser ce film, lever les fonds et pas lâcher parce que ça a été tellement dur. On a eu tellement de choses en 1 an et demi que maintenant qu'on a le résultat et qu'on voit l'impact sur les femmes, je trouve ça juste incroyable. Ah oui, ça, c'est vraiment un Ouais. cadeau pour les femmes, ça, c'est clair. Jo, les 2 dernières années ont été hyper riches pour toi. Mmh. Quel est le nouveau mindset ou le nouveau comportement, nouvelle habitude qui a le plus amélioré tes performances? Nouveau mindset. Mmh. Ou C'est une bonne habitude question, ou ouais, ou habitude. Ben là, en ce moment, ce que j'essaie de faire, enfin, surtout sur les derniers mois, c'est d'améliorer mon sommeil, surtout. Moi, j'ai toujours eu un sommeil depuis toujours très agité et moi, ce qui commence vraiment à m'aider, c'est de mettre des boules caisses, en fait, pour pas être dérangée par le bruit parce que j'ai un sommeil hyper léger et je vois à quel point, quand je dors mal, à quel point le lendemain, c'est horrible pour moi et c'est vraiment, c'est au détriment de mes performances et de ma vie pro et perso, c'est compliqué. Du coup, vraiment, j'essaie d'avoir, de meilleures
meilleures habitudes de sommeil. Bon, là, avec la tournée montagne en Seine, ça m'aide pas à se coucher à 1 heure du matin. C'est pas du tout mon rythme et ça me décale tout. Mais bon, c'est pendant 15 jours, donc tant que ça reste ponctuel, il y a pas de souci. Mais j'essaie Mmh. vraiment de faire très attention à ça parce que je vois à quel point quand je dors bien et que je fais gaffe, le lendemain, ça n'a rien à voir et je suis 10 Ah fois ouais. plus efficace, hein. Même pour les entraînements, en fait, quand on s'entraîne, je pense qu'on a moins de risques de blessures. C'est vraiment pendant la nuit que vraiment les muscles se régénèrent et que tout se remet en place. Donc si on dort mal, ça fait qu'à un moment, on est à flux tendu et à tout moment, ça casse, hein. C'est quoi le conseil le plus pourri que tu entendu? Vraiment le conseil à ne pas suivre? Ah, le conseil à ne pas suivre, je sais pas si on m'a donné. Je t'avoue que moi, quand on me donne un conseil pourri, surtout si ça vient de quelqu'un, qui m'importe peu, moi je l'écoute même pas, ça rentre, ça sort, heu Le On conseil le plus pourri qu'on m'ait donné, ouais, j'essaie de réfléchir, mais ouais, je sais pas si j'en ai un en tête, ça, je m'en souviens même pas, hein. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que enfin, moi, j'accepte beaucoup de conseils, mais j'accepte des conseils surtout de personnes qui ont soit la vie que j'aimerais avoir, soit des personnes qui ont vraiment fait des choses que j'admire et que j'ai envie peut-être de reproduire moi dans ma vie professionnelle escalade ou dans ma vie, personnelle. Donc voilà, si d'autres personnes ont des vies qui ne m'intéressent pas et qui me donnent pas du tout envie, bon, qui me donnent des conseils, ça m'importe peu, quoi. Donc voilà. ah ouais, ça c'est Mais pas les mal. conseils non, si, les conseils les plus pourris, c'est les hommes qui viennent te voir à la salle d'escalade et qui te disent: «Ah attends là, moi je pense que tu devrais comme ça» quand ils te voient tomber et qu'après ils essayent le bloc et ils arrivent pas à le refaire, par exemple. Tu vois? Ça, c'est un peu un conseil un peu pourri, quoi. Donc j'en ai eu quelques-uns, surtout à Paris. Là, depuis que je suis dans le sud, je t'avoue que non, j'ai rencontré que des gens sympas, pas de mais à Paris, il y en a, ils se sont dit: «Tiens, elle, on va l'aider parce qu'on sent qu'elle a vraiment besoin d'aide», tu vois? Donc les conseils non demandés, généralement, ceux-là, je les écoute pas trop, tu vois? Je passe ma route et je continue mon chemin. Voilà, je crois que c'est la meilleure, tu continues ta voix, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais, toujours. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, ou une histoire qui te motive? Et ben, ma mère m'en a rappelé une, il y a pas longtemps, je crois, il y a 2, 3 mois avant qu'on fasse les 100 grandes voix. Elle m'a dit, alors je sais plus qui a dit cette citation, mais elle a dit: «Ah, elles ne savaient pas que c'était impossible, alors elles l'ont fait». Ah Et moi dingue! ça, je trouve ça génial comme, Ah comme ouais, 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 citation je la parce que elle du revient coup, souvent et elle est géniale. ouais et celle-là, moi, je l'adore et c'est vraiment pour les 100 grandes voix, voilà, c'est un peu ce challenge qu'on a imaginé. On savait absolument pas si c'était, possible ou impossible, mais on y allait à fond, on s'est vraiment donné les moyens et finalement, c'est possible, quoi. Donc je Mmh. trouve ça chouette d'aller dans des aventures où là, par exemple, cet été, je vais aller au Brésil et je vais faire une première ascension avec 3 autres femmes brésiliennes où on part du pas et on ouvre une voie, jusqu'en haut des 800 mètres. En tout cas, c'est l'objectif. Bah, ça, c'est la même chose. Peut-être que c'est impossible, mais on ne sait pas. Donc on va y aller, on va Donc s'en on va le donner les faire. moyens et on verra bien, quoi. Trop génial, trop génial. Justement, ta maman, parce que ils ont pas un peu flippé tes parents en voyant, que tu t'amourageais de cette discipline et que tu t'engageais de plus en plus? En fait, ma maman a commencé à grimper 2 ans après moi, donc il y a 5 ans. Mmh. Donc elle, dans ma famille, c'est un peu la seule qui comprend réellement ce que je fais et qui comprend, à quel point des fois je mets ma vie en danger ou pas. Alors je mets ma vie très peu en danger, mais elle, elle comprenait pourquoi l'escalade de vitesse, c'était dangereux. À comparer des autres choses que je fais en escalade parce qu'elle aussi elle grimpe, elle sait que quand on fait de l'escalade libre à 2 en grande voie normale, voilà, il y a pas de problème. Après bon, c'est jamais un risque zéro en escalade, mais c'est comme prendre sa voiture. Je pense que j'ai plus de risques, à avoir un accident de voiture en prenant la voiture, en étant en vélo en ville, qu'en étant, en grimpant, en extérieur sur des voies et du bon rocher, qui sont bien installés. Du coup, elle, elle comprend, mon père un peu moins. Je pense que lui, il est inquiet, il dit: «Ah, fais attention quand même, fais attention», mais il a aucune idée de ce que je fais et je pense que les autres personnes de ma famille, c'est pareil et c'est pas grave et moi, je leur dis, hein, moi, j'ai envie de vivre une longue vie, j'ai envie de vivre jusqu'à, 100 ans, j'ai envie de grimper jusqu'à 90 ans donc moi, voilà, j'ai aucune envie de mourir et si un jour je sens que là, je mets ma vie en danger ou que c'est trop dangereux, j'aurai aucun problème à redescendre en rappel et arrêter là, quoi, hein, et en me disant: «Bah non, là, ça en vaut pas la peine» et c'est ce que je me dis aussi quand je m'entraîne en salle et qu'il y a, par exemple, un bloc où je me dis: là, ça m'a l'air un peu dangereux», bah, juste, j'y vais pas. Parce que je me dis: «Là, si je me blesse sur ce bloc, ça en vaut pas la chandelle. J'ai encore, 2 mois de belle escalade cet été, pourquoi je vais me blesser maintenant, quoi?» Donc je fais vraiment très attention aux risques de blessure, moi. Ouais, donc tu as quand même un entourage soutenant, ça c'est important. Mais donc tu Oui. as jamais eu l'ego qui prenait le dessus en disant: «Mais non, mais je suis si près du but, je veux forcer». Non, quand tu sens qu'il y a un danger, tu arrives à te dire: «Bon, stop, on descend, on se revoit un autre jour».
Je pense de plus en plus maintenant, hein. Je pense qu'à l'époque, pas forcément. Ou par Ouais, ça donne une exemple, j'ai sacrée dose fait, de sagesse, hein? Ouais. quand j'avais 19 ans, j'ai fait un voyage seul en Thaïlande et il y a un moment, il y avait un Australien qui était là et qui dit: «Ah, je vais aller faire une grande voie, quelqu'un veut venir?» Moi, j'ai dit: «Oui, oui, moi je viens», J'avais fait qu'une seule grande voie avant, j'étais jamais allée en grande voie avec quelqu'un d'autre. Je l'avais fait juste avec mon ex petite amie et du coup, on s'est retrouvés, en grande voie, ça s'est bien passé à la montée et à la descente, il me dit: «Bah, vas-y, toi, tu descends en première en rappel». J'avais jamais fait de rappel à ce moment-là. Je Mmh. descends en première, et il avait pas mis de nœud au bout de la corde et moi, j'arrive au bout de la corde en me disant: «Bon, là, c'est pas loin du bas, je vais peut-être m'arrêter». Donc j'ai remonté la corde, j'ai fait un nœud et tout. Mais là, je me suis dit: «Ouais, là, c'était quand même un peu chaud» et moi, je ferais toujours des nœuds au bout de la corde et là, c'était pas bon. Donc j'ai vraiment un peu ce côté frondeuse. Mais après là, j'ai pas forcément eu d'objectif où je suis vraiment allée au bout et où peut-être je me suis blessée, où j'ai mis en danger l'équipe, Mmh. heu, à cause de ça. Donc là, pas forcément et j'espère que ça va Bien rester comme ça. structuré. Mmh. Alors ton actualité du moment, beh, c'est montagne en Seine. C'est jusqu'au quand encore? Bah, Tu as encore des Montagne en dates de Seine, prévues? ça se termine, mi-mai, je crois, ou fin mai. Donc voilà, il y a Montagne en Seine, mais il y aura, plein d'autres festivals à Dore, Voilà. là, en octobre, novembre, décembre, de fin d'année. Donc vous inquiétez pas, il y aura bien un moment, une chance pour que vous alliez voir le film. D'accord et donc tout ça, ce sera sur, où est-ce qu'on peut facilement trouver les dates? Les dates, je vais essayer de le mettre. J'ai créé un site internet, thequeenswing.com. Donc, faut aller Mmh. sur le site et dès qu'on sera sélectionné dans des festivals, on le mettra, sur le site et il faudra aller voir et je pense que je mettrai des liens pour les relier, à ces festivals, de films d'escalade justement. D'accord. Sur les réseaux, tu postes aussi sans doute, tes Aussi, aussi, actus? aussi. Je pense que je partagerai aussi, et en plus je m'appelle Laura Pinot sur Instagram, donc ça va, c'est facile de me trouver et je posterai, Mmh. je pense à chaque fois qu'un festival nous prendra, on partagera là-dessus et on partagera les nouvelles. Voilà, donc pour te suivre, c'est Insta ton canal, favori? Je pense c'est oui, je pense que c'est le mieux, en général pour l'instant ou sinon j'ai une chaîne YouTube s'il y en a deux trois qui veulent aller Ah voir, voilà. plus de vidéos, d'escalade, de psychobloc au-dessus de l'eau ou, d'escalade au Yosemite, il y a deux trois vidéos et j'ai mis Mademoiselle Fissure comme nom ou Laura Pinot, peu importe. Les 2 fonctionnent. Mais génial! Eh bien, merci beaucoup pour ton temps ce matin, Laura. C'était vraiment sympa. Eh bah, merci beaucoup à toi NB, c'était génial. Merci à Laura pour son énergie, pour ses astuces, grimpe et mindset. Laura, j'ai été aussi heureuse de parler avec toi que de te réécouter plusieurs fois en retravaillant cet épisode. Franchement, on se sent particulièrement bien dans sa peau en tant que femme après t'avoir écouté. Merci pour ça. Dans les notes de l'épisode, vous retrouverez tous les liens pour aller plus loin. Pour le prochain épisode qui clôturera la saison, direction le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan pour une traversée rude et belle de géographie sauvage aux côtés de Jérémy Biget, que ce voyage épique a transformé en réalisateur et auteur talentueux. De quoi offrir de grands espaces à vos oreilles avant la pause estivale sur Storylific. Si vous voulez soutenir Storylific, je suis à présent sur la plateforme Ko-fi, ko-fi.com/storylific où, pour le prix d'un café, vous pouvez m'envoyer votre soutien et apporter votre pierre à ce projet qui n'a d'autre ambition que de vous donner des outils pour oser vivre vos rêves. Merci à la très talentueuse sculptrice Aline Schmidt pour son soutien sur Ko-fi. C'est toujours extra de voir que quelqu'un aime votre travail au point de le soutenir, mais c'est tout aussi extra de faire votre connaissance et parfois de ce que vous faites comme Aline dont les sculptures inspirées par la vie marine valent le détour. Du coup, devinez, évidemment, je vous mets le lien dans les notes pour découvrir son travail sur Insta. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation avec l'ONG Graines de Vie, donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus ce projet se transforme en forêt. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce qui vous a plu dans cet épisode, j'aime beaucoup savoir ce qui résonne pour vous. Quelle que soit la date de votre écoute, il n'y a aucune date limite pour vos feedbacks, ils sont toujours les bienvenus. Et si vous me laissez votre adresse email sur storylific.com, je vous enverrai un récap des derniers épisodes, ainsi que quelques réflexions, infos et bons plans. Si vous êtes semeur d'étoiles, vous pouvez en laisser à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ainsi qu'un petit commentaire sympa. Cela aide aussi énormément le podcast à se faire découvrir par d'autres et ainsi continuer à propager toutes ces histoires positives et inspirantes partagées par mes invités. Merci et à bientôt. Wow.
On voit bien qu'elles font beaucoup de sport, elles sont bien musclées et tout, donc ça va être dire. Ce sera peut-être une toute petite facilité d'avoir des muscles pour Bah ouais, je crois qu'il faut réussir être... à grimper. Ouais, il faut être méga musclé, hein. Et en même temps, très souple. Ça t'irait bien, toi, bébé? Je me vois pas faire ça. Non, t'as le vertige? Tu crois que t'auras le vertige? Ouais, un peu quand même. Tu savais que les femmes pouvaient être meilleures que les hommes en escalade? Non. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Bah, ça fait plaisir, non, de savoir qu'il y a quelques sports où il n'y a pas que la force musculaire qui compte. Ouais. T'as vu la hauteur? Mais comment ils vont faire pour réussir à grimper ça? C'est super dur. Bah ouais. Et on peut mourir. Ah ouais, ça arrive, oui, ou se blesser fort, oui, ça arrive un peu plus fréquemment. Donc c'est ça qu'il faut... Elle fait pas n'importe quoi, Laura. Elle dit, moi j'ai envie de vivre vieille. Alors pourquoi elle fait des trucs dangereux? Bah elle s'arrange pour que ce soit le moins dangereux possible.